Alors bonjour à toutes et à tous pour les absents. Donc c'est Gemara dans Baba Kama Daf Kav Vav. C'est une Mishnah en fait. C'est marqué là-bas Adam Moed Leolam. L'homme est toujours responsable. On parle là-bas des lois des dommages. Ben Shogeg Ben Mezid, qu'il soit involontaire ou volontaire. Ben Er Ben Yashan, qu'il soit réveillé ou qu'il soit endormi. Ben Ones Ben Ratson, qu'il soit en cas de force majeure ou qu'il soit volontaire. Encore une fois, là-bas, c'est les dommages. C'est-à-dire, si quelqu'un il casse quelque chose, il va dire j'ai pas fait exprès, j'ai pas réfléchi, j'étais endormi, je t'ai pas concentré. C'est pas grave, tu es comme tu es, mais tu payes. C'est pas Adam Moed Leolam. Ça veut dire que la Torah, elle donne un niveau de responsabilité à la personne où tous les actes qu'on crée, étant donné qu'ils ont des conséquences, on peut pas sortir, d'accord, légitimement de la conséquence sous prétexte que. Il n'y a pas de prétexte. C'est une réalité. Maintenant, ce principe-là, on peut l'élargir aussi à la vie, c'est-à-dire dans tout ce qu'on fait, tous les choix qu'on fait nous engagent. Toutes les actions qu'on a nous engagent. Toutes les paroles qu'on dit nous engagent. Mais encore une fois, c'est pas évident, il n'y a pas que moi. Ok, c'est comme tu veux. Comme je l'expliquais 1 million de fois, il faut mettre une caméra au-dessus de sa tête, d'accord, notamment dans le couple, et à chaque fois réfléchir à ce que je fais. Est-ce que je suis en train de construire? Est-ce que je suis en train de détruire? Est-ce que ce mot-là, il va arranger les choses? Il va empirer? Après, les gens, oui, mais vous ne le connaissez pas. Elle est folle, vous savez pas ce que j'ai vécu. C'est comme tu veux. Ouais, mais cet enfant, il me sort les yeux de la tête. Mais son seul défaut, c'est qu'il vient de toi. D'accord? Donc, et toute la vie, c'est pareil. D'accord? L'autre, il dit, oui, mais le gars, il me harcèle, mais tu lui as promis, tu dois lui rendre l'argent. Toute la vie, c'est ça. D'accord? Tu dis, oui, j'ai grossi, mais arrête de manger. D'accord? Ouais, le diabète, il a augmenté, mais tu prends des bonbons en cachette. Les gens, ils sont bizarres. Ça veut dire que c'est comme si ils ont une réalité et ils ont une conscience. Et les deux, ils ne vivent pas en parallèle. D'accord? Alors, on sait très bien, quand on parle français, que... Vous voulez brancher ça? Non, si ça ne marche pas votre truc, je peux mettre une rallonge. J'ai une rallonge en vérité. Non, là maintenant, avec ça, ça marcherait, mais... Ça ok. Marche ou pas? Attendez, comment je vais savoir? Faut que... Il y a le petit Z. Ah non, elle ne marche pas, c'est vrai, vous avez raison. Donc, cette logique-là, c'est bon? Ah oui, c'est bon. Donc, cette logique, en vérité, de Pirkei Avot, quand on dit « Im en ani li mili », si moi je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Alors, on a expliqué déjà 1 million de fois qu'il y a le ani et le li. Le ani, c'est moi, et le li, c'est celui en moi qui s'occupe de moi pour que moi, je devienne moi. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut développer les deux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le côté épidermique, d'accord? C'est quoi le lit? Le lit, Oui. c'est là où on dort. Non, le lit, c'est le nom de famille de Bruce. Non, le lit, c'est celui qui est pour moi. Parce que im, en, ani, li. Parce que je l'ai dit tellement de fois que j'ai l'impression que pour vous, c'est un peu de la répétition. Bien qu'on met des années à devenir ce qu'on apprend, mais bon, ouais, il y a le im, en, ani, li. Si moi, je ne suis pas pour moi, d'accord? Normalement, les chachamim, ils auraient dû dire, enfin, moi, si j'avais écrit Pirkei Avot, j'aurais marqué im, en, ani, ani, mi, ani. Si moi, je ne suis pas moi, qui va être moi? Parce que personne ne peut être moi à ma place. Bien que ça n'a pas l'air évident, parce que les 3/4 des gens, ils reprochent à l'autre, justement, de ne pas être eux. Parce que si tu étais à ma place, ouais, pourquoi tu n'as pas réagi comme ça? Pourquoi tu m'as pas supporté? Pourquoi tu m'as pas secondé? Pourquoi? On a toujours des exigences sur l'autre. Mais l'autre, a priori, il vit sa vie et toi, tu vis la tienne. Que toi, tu vas vivre ta vie en différé par rapport à l'autre, c'est-à-dire que tu veux que l'autre vive ta vie. C'est compliqué. Après, c'est psychiatrique, d'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que im, en, ani, li, il y a le ani, il y a moi, et il y a un autre moi, oui, qui s'occupe de moi. Bah oui, parce que ani, li, le ani, c'est moi, et le li, c'est celui qui est en moi, qui s'occupe de moi. En fait, c'est comme le gadol et le katan. D'accord? On dit katan en bodaat, l'enfant n'a pas de conscience. Gadol remet al gabav. Il y a un grand qui se tient au-dessus de sa tête. Comme toi, ton fils, tu fais attention. Au moment de traverser, toi, tu regardes. Tu dis, ah, non, lui, il voit pas le danger. Et hop, il court, il traverse. D'accord? Mais quand il a 48 ans, ça devient compliqué. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que on est dans cette espèce de course où on doit fabriquer ce moi qui va s'occuper de moi. Maintenant, les 3/4 des gens, je vous dis, ils sont dans l'épidermique. D'accord? C'est-à-dire, ils n'ont pas ce recul. Ils sont dans le réel. D'accord? Donc, le moi extérieur,
Il subit, il voit, il réagit, il ressent, mais tout en superficiel, entre guillemets. C'est ça que je dis épidermique. Maintenant, après, ça a des conséquences sur l'intérieur, mais c'est épidermique. Alors que normalement, ça devrait être avec le recul. Parce que quand tu as 16 ans, bah, tu réagis, d'accord? Mais quand tu as 30 ans, tu réfléchis avant de réagir. Normalement. Ouais. C'est ça l'idée. Moi, souvent, les gens ils m'appellent et tout ça, et je leur demande, elle me dit, bon, il me dit j'ai 42 ans, ou il me dit j'ai 38 ans. Je dis, rappelez-moi votre âge, 16 ans. Il me dit, non, non, Rav, il a honte de me dire, genre, vous avez l'air un peu fatigué. Ouais. J'ai dit, mais non, moi, je parle pas à celui qui me parle, je parle à celui que j'entends. J'entends une réaction de gamin, de gamine. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais faire semblant que tu as ton âge? Non, c'est toi qui devrais te dire. C'est pour ça que les gens, les trois quarts, moi je pense, hein, franchement ça n'engage que moi, au pire j'ai raison, si avant de poser une question, ils s'écoutaient poser la question, et ils essayaient eux de répondre à la question, ils verraient que c'est facile. Parce que la vérité, le rave, bon, même si c'est un rave jeune, parce qu'un rave âgé c'est compliqué, mais il va donner, c'est du bon sens, c'est logique. Après le Dat Torah, il est inspiré par le divin. Il faut se calmer. C'est avant tout du bon sens, premièrement. Deuxièmement, c'est parce qu'il n'est pas impliqué émotionnellement, parce que quelque part, ça reste quand même ton problème à toi. Donc lui, il peut raisonner, alors que toi, tu as l'effet déformant de l'émotion, parce que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais lui, il n'est pas dans le cœur, il est dans la raison. Ouais, comme toi, quand tu prends du recul ou que tu as été dormir, quand tu as un gros souci, qu'est-ce que tu fais? Va dormir. Va dormir. On dit la nuit porte conseil. Ouais. Mais en vérité, c'est surtout que la nuit, elle permet de baisser l'impact émotionnel, et le lendemain, tu regardes avec des yeux neufs et reposés. D'accord? Eh bien, l'œil neuf et reposé, c'est le regard de l'autre, qui lui est reposé de toute façon, parce qu'il n'a pas ton souci à toi. Lui, il n'a pas les 1 million d'euros de déficit, donc il te dit, écoute, au niveau comptable, voilà comment il faut faire, alors que toi, tu stresses, tu paniques, tu prends un aller simple pour Tel Aviv, tu essaies de trouver des solutions, parce que tu t'angoisses. Ouais. C'est une façon de parler, mais bon, qui n'est pas si éloignée de la réalité. Donc, cette idée-là, c'est que, donc il y a deux solutions. Soit tu continues à faire appel à des gens qui ont l'esprit plus reposé que toi, soit tu développes en toi une partie de toi qui va jouer le rôle du reposé. Comme la mère et la fille. D'accord? La mère et la fille. La fille, elle veut absolument se marier avec le gars. Et la mère lui dit, écoute, ma fille, je sais pas, j'ai rien contre toi, mais écoute, il n'est pas sérieux, il ment, il triche, il fume des joints toute la journée, il fait Shabbat le vendredi ou le dimanche. Et ça y est, c'est... Ah, mais tu l'aimes pas, de toute façon, tu es jalouse de moi, c'est lui que tu aurais voulu épouser parce que tu es déçu de ton mari. C'est la psychologie à deux balles. D'accord? Tu dis, écoute, chérie, tu as 16 ans, moi j'ai 44. Peut-être en plus, je t'ai mis au monde et puis je m'occupe de toi. C'est pas évident d'assumer une khmara. Donc, au moins, et la reconnaissance de penser que je fais ça pour ton bien. Que tu me rentres dans une catégorie psychiatrique de méchante et de. C'est. Bon, peut-être c'est l'âge. Je sais pas, ils appellent ça l'âge bête, mais il y a un autre mot pour. Eh bien, c'est ça l'idée. C'est qu'en fin de compte, au lieu d'espérer ou de subir le jugement de l'autre, tu peux fabriquer toi-même ce jugement personnel. D'accord? Ça veut dire que ça s'appelle Gadol Omed al-Gabav. Tu crées le Gadol, l'adulte, le Da'at, ça s'appelle le Da'at, qui va regarder, qui va maîtriser, qui va analyser tes émotions, ta manière de faire, ta situation, pour pouvoir la gérer. C'est tout. C'est ça la sérénité. En vérité, la sérénité, c'est d'aménager un espace de recul dans lequel tu pourras regarder objectivement la situation au lieu de la subir tout le temps, au niveau émotionnel. Parce que c'est fatigant. Les émotions, c'est fatigant. C'est connu, ouais. Une peur, ça enlève à peu près 1 heure de vie. Une peur. Voilà. Une colère, ça enlève plusieurs heures. Un stress aussi, ça enlève. Donc les gens, ils passent leur temps à mourir. Ils passent leur vie à mourir. Ouais. Après, il dit, ouais, j'ai pas eu la vie que je voulais. Alors avant, c'est inconscient. Après, c'est sur la mode de culpabilité. C'est WBS, avant, arrière, bloqué. Tu vas avancer, tu dis ça sert à rien. Tu veux reculer, tu dis c'est trop tard. Rappelez-vous que le droit d'être bête n'est pas une mitzvah. D'accord? Et bête, il me fatigue. Comment on fait pour enlever les notifications? C'était lequel celui-là? Mode avion, mais mode avion, il y a plus, ça capte plus. Ah ouais, c'est. Dans l'application. Le Madni, la petite ligne. La petite ligne? Non, c'est-à-dire que quand les gens appellent, ça coupe le direct. Normalement, ça le ferait pas en ligne. Vous êtes... Ça enlève l'internet, le Madni, ça enlève les notifications. Votre nuit? Ouais.
Nuit. C'est comme silencieux, je sais pas quoi, là. Non. Votre C'est nuit. les notifications, elles apparaissent pas normalement. Et les appels non plus. Normalement. Ouais, ça redémarre, là. Fatigué. Bon. Où j'étais, moi? D'accord. Donc ici quand la Gemara, enfin la Mishnah, elle donne cette loi-là, encore une fois, elle a bien dit, je précise, dans le cadre des dommages. Mais les dommages, c'est pas seulement les dégradations. Les dommages, c'est toutes les occasions où tu vas dire dommage. Vous me suivez ou... Donc quand tu sais qu'une situation, elle a un potentiel de dire dommage, ça veut dire que ça va créer des dommages. Donc maintenant, la question, c'est de savoir comment j'ai assez de recul, moi, pour déterminer de loin les situations où je vais dire dommage. Maintenant, qui c'est qui se rend compte qu'il y a un potentiel de dommage? C'est l'autre, le Hani de l'intérieur. C'est le Gadol. Ouais. Alors que l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit. D'accord? Comme si on me met une claque. Je ne vais pas dire j'ai pas mal. Je dis non, j'ai pas mal, c'est Mina Shamaï. Arrête, ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Bon, tu vas pas non plus tendre l'autre joue, puisque, a priori, on a fait une croix dessus. Mais tu dis ça fait mal. Ok. Mais la question, c'est ça fait mal. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais impacter, je vais me troubler, je vais me déstabiliser, ou je vais dire non, je vais constater. Ça me fait mal. Ça me fait mal. D'accord? Genre le chidour n'a pas marché. Bon, le chidour n'a pas marché. D'accord? Le mari, il n'a pas réagi comme j'attendais. Ok, il n'a pas réagi comme j'attendais. Ou non, il n'a pas... D'accord? Donc c'est moi qui décide de l'impact, c'est-à-dire le pouvoir de pénétration et de déstabilisation. C'est ça les dommages. D'accord? Donc quand j'ai cette maturité-là, mais déjà j'ai éliminé 90% des problèmes. Parce que sachez que les 3/4 des problèmes ne sont pas dans les problèmes. Ils sont dans la dégénérescence des problèmes. C'est qu'en vérité, il n'y a rien de grave. Surtout quand tu sais relativiser. Par exemple, il y a un référent de relativité extraordinaire qui s'appelle, dans la pensée Ben Shetrital, on va tous mourir. C'est un référent. De toute façon, on va tous mourir. D'accord? Donc, comme on va mourir, tu dis, Chazé Shalom, Simsilenu, tout, ok. Ouais. Mais comme on va mourir, donc tu dis, bon, alors ça, c'est pas grave. Vous me suivez ou non? Que de toute façon, finalement, il va au pire, il va redoubler. Alors, si tu t'angoisses, tu dis, non, je voulais qu'il fasse l'ENA à 14 ans. Arrête. Il y a des moments comme ça, le travail. Ok. Bon, l'enfant, grâce à Dieu, il a des très bons résultats, mais au niveau équilibre psychique, il n'est pas évident. Ouais, mais grâce à Dieu, il est diplômé. D'accord? Mais il est suivi, il consulte régulièrement, avec des médicaments, bien sûr. Ouais. Donc, il y a une logique de savoir que, de la manière que j'accompagne l'enfant pour qu'il soit équilibré, qu'il soit tzadi, qu'il soit heureux, d'accord? De la manière, je vais faire la même chose avec moi. Je dois avoir une gestion économique de mon stress, de ma réalité, de ma religiosité. C'est moi qui dois fabriquer ça. Mais encore une fois, pour qu'il y ait une personne pour dire moi, je vais m'occuper de ça, il faut que le moi, il ait été créé. C'est pour ça que vous verrez que les 3/4 des gens, il y a quelqu'un qui a mis cette phrase là sur Internet, les 3/4 des gens qui reprochent aux autres, ouais, et qui n'arrivent pas à se remettre en cause, c'est parce qu'ils n'ont pas créé le moi intérieur qui peut assumer. Ils n'ont pas le lit qui peut dire moi. Vous me suivez ou non? Alors, pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils le vivent comme une culpabilité. Mais d'un autre côté, si tu n'as pas créé ce moi, d'accord, c'est-à-dire le plan B, c'est-à-dire l'endroit où tu es réfugié, la maison qui t'accueille, ton moi intérieur, ta sérénité, ta émouna, si tu n'as pas créé cet espace-là à l'intérieur, tu ne peux pas assumer la vie. Parce que le Yetzer Hara, avant tout, c'est un déstabilisateur. C'est ça son rôle. Ikar avodat Yetzer Hara, les balbel et tadeot. Ça veut dire quoi? Le principal objectif du Yetzer Hara est d'embrouiller l'esprit. Donc c'est ce qu'il fait. Ouais, ça veut dire qu'il va te dire blanc, après il va te dire noir, après il va te faire plaisir, après il va te faire de la peine, après il va te mettre en situation de doute, après il va cumuler des angoisses, il va avoir des arguments qui te déstabilisent. Lui, il fait son travail. Il fait son travail. D'accord? C'est comme si tu habites en face de la mer. À Natania, sache que le sel, il va détruire les peintures. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Soit tu t'engages à faire les peintures tous les 3 ans, soit tu pleures ta race que la peinture, elle s'abîme, que les meubles, ils s'abîment. Mais papa, tu as choisi le front de mer. Le front de mer, c'est comme ça. L'air, il est saturé en iode, et l'iode, il attaque. C'est le sel. C'est comme ça. D'accord? C'est pareil. C'est comme si quelqu'un il achète un appartement en face de la mer, et puis après, il vient, il s'engueule avec le vendeur,
Parce qu'il y a un bruit. Écoutez, il y a un bruit, il faut absolument s'arranger avec les voisins. C'est pas normal. Moi, j'ai payé un truc à 4 millions de shekels. C'est quoi ce bruit? Elle dit, mais quel bruit? De quoi vous parlez, monsieur? Bah, écoutez, écoutez. Regarde. Vous voyez ça? Toute la nuit. Alors, vous me trouvez le gars, sinon j'arrête de payer les mensualités. Il dit, mais c'est le bruit de la mer. C'est le bruit de la mer. Ouais. Exactement pareil que le bruit de la belle-mère. C'est un truc, tu peux pas. Quand tu épouses la femme, il y a le bruit de la belle-mère. C'est le bruit de la belle-mère. Vaut mieux que tu t'arranges avec, hein, parce que sinon, bonjour, ça va te pourrir la vie. Je dis, maintenant, pourquoi tu n'as pas calculé avec? Je me suis dit, non. Comme dans tout. Moi, les gens, je leur dis quand ils ont un bébé, je leur dis, t'as un bébé, c'est un bébé. Oh, oui. Je dis, prépare-toi quand même mentalement que dans 14 ans, il va y avoir une crise. Après, les gens, ils tombent des nues. Ah, écoutez, Rabbi Chetri, je suis très déçu. Juste après la bar mitzvah, il veut plus mettre la kippa. Je t'avais dit qu'il y aurait une crise. Les gens, ils sont intelligents. Ils préparent, ils anticipent. C'est pareil dans tout. Toi, t'es marié 5 ans, 6 ans, 7 ans. Vas-y. Fais une mise à jour. Faites un petit voyage. Parlez-vous. Faites-vous plaisir. Essayez d'évoluer, grandissez, tout ça. Parce qu'il y a une routine. C'est la logique. Alors, du coup, il faut se remarier tous les 10 ans. Non. C'est que tu fais évoluer le produit. Ouais, c'est normal. Le gosse, il a changé, tu lui parles pas le même discours que quand il avait 6 ans. Donc tu évolues. Le comptable, il te dit, maintenant, il faut racheter une autre boîte parce que vous êtes à saturation, là. Si vous ne développez pas, il faut ouvrir un autre magasin, il faut élargir la gamme. Donc tout le monde comprend ça, mais dans la personne, non. Il reste voir les robots. Non, tu fais cette logique-là. Donc c'est ça s'appelle Adam Moed. Parce que Moed, ça veut dire, chez un animal, ça veut dire qu'il est rentré dans un certain... par exemple, un bœuf, ouais, s'il attaque 3 fois, il est moed. Ça veut dire qu'il a un statut de bœuf qui attaque. D'accord? C'est pareil. Maintenant, plutôt que de regarder par rapport à l'autre, de chercher le bœuf chez l'autre, parce qu'on est très fort pour les beuveries de l'autre. Ouais. Non, tu fais la même chose chez toi. Tu dis, je reconnais que j'ai une tendance à paniquer, ou je vois que j'ai une tendance à répéter, ou je vois que j'ai une tendance à juger les autres, ou être dans l'exigence. D'accord? Encore ce matin, une dame qui me téléphone, voilà, j'ai un chidour et tout ça. Mais le gars, il a des exigences. Je dis, c'est pas grave qu'il a des exigences, mais il ne doit pas les formuler. Les formuler. Parce que quand tu formules une exigence, tu crées un stress pour rien. Parce que l'autre se sent toujours en situation de j'ai pas fait ce qu'on attend de moi. Et en vérité, en soi, qui a dit qu'on a le droit de faire ça? Qui a dit qu'on a le droit d'avoir une exigence? On peut avoir un souhait, mais on ne le dit pas. D'accord? Toi, tu veux une femme intelligente. C'est ce que tu fais. C'est facile. Tu dis des choses intelligentes. Et elle réagit intelligemment. Et tu n'as pas eu besoin de dire, moi, je voudrais que tu sois intelligente. Vous savez ou non? Dans toute la vie, c'est pareil. Toi, tu veux une femme économe. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Si elle est capable, c'est bien. Si elle n'est pas capable, tu lui donnes 4 enveloppes, une par semaine. Tu dis, mon amour, tu fais ce que tu veux. On mange tout. Si on mange, après, avec le reste, tu fais ce que tu veux. Tu la rends responsable ou non? Ou tu dis non, je vais la fliquer, je vais lui mettre un détecteur, je vais lui mettre un truc, je vais lui mettre un suivi, je vais regarder, je vais prendre ligne par ligne. Mais plus tu contrôles, plus tu infantilises. Après, tu dis, ouais, je suis très déçu d'avoir épousé une gamine. Mais toi, tu as entretenu la gamine. Donc, toute la vie, c'est pareil. Pareil pour le mari. D'accord? L'autre, elle fait tout. Après, elle s'énerve que son mari ne fait rien. Mais c'est toi qui as fait tout. Tu dis, oui, mais je voulais le libérer parce que je sais qu'il travaille beaucoup. Alors, ferme-la. Mais je pensais que par reconnaissance, il allait faire. Ah, tant que tu as fait pour qu'il te rende. Donc, tu n'as pas donné, en fait. Tu as pris. Tu as fait un achat reporté. Avec paiement reporté. D'accord? Non, si tu penses que en tant qu'adulte, toi, tu fais ce que tu as à faire et l'autre, il fait ce qu'il a à faire, ça va très bien. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour légitimer le fait qu'on ne fait pas ce qu'on a à faire, on essaye d'observer qu'est-ce que l'autre ne fait pas. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pour ça qu'on dit à shalom, c'est quoi le shalom? C'est quoi? Parce que les gens ils croient que le shalom, c'est la paix. Shalom arshav, d'accord? Non, le shalom, c'est kol echad bimkomo omed. C'est chacun se tient à sa place. Quand un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Comme la femme, c'est une femme, l'homme, c'est un homme. Quand les deux sont des parents, les enfants sont des enfants. Mais quand les parents sont des enfants, les enfants sont des parents. Après, tu dis, ouais, c'est quoi cette pas? C'est quoi cette manière de se conduire? Mais comment il me répond? Moi, à l'époque, je baissais les yeux. Mais tu baissais les yeux parce que ton père, c'était un homme. Ok. Et ta mère, c'était la sérénité incarnée. Mais si toi, tu es la réincarnation de l'hystérie, donc l'autre, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur. Et quand il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il crie.
Après, tu dis, ouais, il y a que des cris dans la maison. Quand tu vas dans une salle de relaxation, il y a une petite musique douce. Il y a des matelas confortables, il y a une sortie de bain, tu as fini son sauna et tu te détends. Tu vides la tête, tu te concentres sur ta respiration. Ah, tu dis, ah, ça, c'est vraiment du ressourcement. Kolakavod. Mais quand tu es à la sortie du métro Aubert, à 18h, à la correspondance, il y a les gars qui viennent de là-bas, il y a les gars qui viennent de toutes les couleurs, des nerfs, des stress, des odeurs, des parfums, des bruits, des cris, des trucs, des là. Après, tu dis, c'est marrant, je ne suis pas reposé. Mais... Donc, on comprend ça. Ouais. On fait notre maison, on fait notre ambiance, on fait notre Shabbat, on fait notre pain intérieur, on fait notre relation avec les autres, on fait notre relation avec Hachem, c'est nous qui la faisons. Donc j'arrive même pas à comprendre pourquoi les gens se plaignent d'une réalité qu'ils ont créée. Soit de manière passive, soit de manière active. On est confronté à l'autre quand même dans la vie. Mais vous voyez, c'est bien le courrier d'actualité. D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est que moi je parle de notre personne à nous. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, si j'ai un fou en face de moi, ouais, bah c'est comme quand tu habites en face de la mer, tu te protèges. Et sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis condamné, en 2 mots? Non. Non, c'est un espace. C'est un espace. Toute la vie, c'est pareil. C'est vrai qu'il y a des gens qui devaient se faire exécuter le lendemain par l'armée allemande, et ils ont écrit un poème, ils ont écrit une lettre à leur mère, ils étaient fiers de ce qu'ils avaient fait, et ils assumaient leur rôle de résistant à 16 ans. 16 ans. D'accord? Et l'autre, encore, ah, je vais mourir, j'en parle. Ouais, je veux dire, c'est la vie. Je m'excuse de dire des choses bêtes. Enfin, c'est peut-être une coordination. Ouais. C'est ça l'idée. D'accord? Ça veut dire qu'on a le pouvoir de vivre ou alors de mourir. Maintenant, mourir, c'est aussi souffrir. Ouais. C'est aussi moisir. Tout ce qui va en rire, d'ailleurs. Ouais. Comme finir. Donc si on est dans cette logique-là, donc, encore une fois, quand on est jeune, on subit, donc on prend, on encaisse. Quand on est plus âgé, on a un système de protection. Voilà, c'est comme le triple vitrage. Normalement, tu as la vitre, tu as les camions qui passent, tu as le double vitrage, tu as le triple vitrage. Sérénité. Donc, installe le triple vitrage dans ta tête. Installe le triple vitrage dans ta société. Installe le triple vitrage dans ta religion. Triple vitrage. Et parfois, le changement est... Mais encore une fois, qui c'est qui a peur? C'est qui, le Hani ou le Li? Mais ça va nous rendre un peu... Eh ben, donc, mais ça change pas. Mais de toute façon, L'évolution. je sais. Mais regardez, il y a 2 manières. Soit on marche, soit on reste sur place. Quand on reste sur place, ça stabilise. Mais c'est un peu stressant. C'est frustrant de ne pas avancer. Et quand on avance, on se déstabilise. Donc en fait, la seule manière d'avancer, c'est de se déstabiliser. Comme la voiture, tu mets en première. Oh, tu sens, elle veut la seconde. Oh, tu mets la seconde. Ouais, tu as étudié 10 ans. Tu prends un poste de rave, d'accord? Je sais pas moi, tu deviens un mouel, tu deviens chouchette. Tu as eu un premier enfant, un deuxième, un troisième, d'accord? Mais c'est vrai que la naissance du deuxième, elle déstabilise pendant un mois. C'est normal, c'est un changement. Mais en vérité, la vie, c'est une série de changements. Donc les gens qui veulent que ça change pas, ça existe. C'est vrai, ça, bon, Hachem, ça s'appelle le repos éternel. Il y a des endroits pour ça, ouais. Et ça change pas. Tu viens, il est là, tu reviens, il est encore là. D'ailleurs, c'est marqué dessus, 6J. Il bouge pas, 6J, ouais, 6J. Ouais. Tu dis, mais des fois, tu parles à la tombe, tu dis, vous vous levez la nuit, vous faites des soirées, vous faites des parties. Tu dis, non, il bouge pas, il est mort. Ah, tu dis, ah, il est mort. Ah, c'est mort. Bah, alors, eux, ils sont morts, les pauvres, on peut pas leur en vouloir, à la limite. Ouais. Mais nous, quand on est vivant et qu'on dit on est mort, ça c'est nous, ça, il n'y a personne d'autre. Hein. C'est nous qui décidons. Moi j'ai dit, va dire à ta femme que tu l'aimes. Ah non, c'est mort. Oh, bah, crève. Là, ton fils prend devant tes bras. Ah non, mais il est en pleine crise. Et, ok, mais montre-lui que tu l'aimes et tout ça. Mais même s'il ne comprend pas, c'est pas grave. Plus tard, il dira, bah, il était vers moi, il m'a attendu, il m'a truqué. C'est comme ça la vie. Donc on est dans cette logique-là, encore une fois, où on veut créer cet espace-là, et c'est ça l'a priori, c'est-à-dire que je mets, moi, les moyens que les choses se passent bien.
Maintenant qu'il y aura de quoi déstabiliser, il y aura des changements, il y aura le caractère de l'autre, il y aura le balagan, il y aura le Yetzirara, il y aura les impôts, j'en sais rien, moi, il y aura la conjoncture, il y aura le Covid. Il y aura des choses qui vont se passer, mais évidemment, il y en aura. Ouais. Alors évidemment, si on est dans une logique de oui, mais j'aurais préféré que ça se passe mieux. D'accord. Alors il faut savoir une chose aussi de la pensée Ben Chetrital, c'est que ça s'appelle l'espoir. Maintenant, l'espoir, il faut qu'il se réalise. S'il ne se réalise pas, il se cumule. Alors rappelez-vous, un espoir au singulier, désespoir au pluriel. D'accord? Ça veut dire que si toi, tu nourris ton espoir avec de l'espoir, ça crée du désespoir. Tu dois nourrir ton espoir avec une réalité. J'espère qu'on pourra communiquer. On a communiqué. Waouh! Maintenant, j'espère qu'on pourra communiquer sur des choses qui nous dérangent. On a réussi. Waouh! Ouais. Mais si je dis, oh, j'aimerais bien communiquer sur des choses qui dérangent, mais l'autre, il ne m'a même pas parlé, je t'emmerde. Je m'étouffe. Mais qui c'est qui a créé ça? C'est moi. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre sans espoir, parce que l'espoir, c'est en fait compte le carburant de nos projets. Mais d'un autre côté, l'espoir, c'est lui qui crée le désespoir, puisqu'il ne peut pas y avoir de désespoir sans espoir. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils préfèrent ne pas espérer. Comme ça, j'espère pas. Mais après, comme ils n'espèrent pas, parce qu'ils ont peur d'être déçus, du coup, ils n'évoluent pas. Comme ils n'évoluent pas, ils s'ennuient. Et quand ils s'ennuient, ils commencent à ruminer. Les gens, ils ruminent. D'accord? On lui dit d'ailleurs, oh la vache. Ouais. Mais c'est du cynisme aussi. Mais c'est pareil. Oui. C'est pour ça qu'il faut être dans une dynamique préventive, positive. Tout le temps. Moi, je dis, le gars qui est occupé à dire merci, il ne peut pas trouver de défaut. Celui qui cherche le Hametz pendant Pessah, il ne transgresse pas l'interdit de posséder le Hametz, ni de considérer le Hametz. D'accord? Le couple qui est en dynamique perpétuelle d'évolution, ben ils ne peuvent pas perdre le temps à avoir le mal, parce qu'ils sont tout le temps en recherche de bien. Toute la vie, c'est pareil. Quand toi, tu veux voir le meilleur chez l'autre, le mauvais, il s'annule, parce que tu es occupé au bien. Dans toute la vie, ouais, tu te concentres sur ce qui va bien. Après, tu vas dire, ah mais non, c'est vrai que ça demande une capacité de compartiment. Il y a une grave maladie. J'en ai parlé depuis des années, mais ça s'appelle oui mais. Vous connaissez cette maladie, non? Oui mais. Oui mais. D'accord? Des fois, je suis fatigué, alors je dis, il n'y a pas de mais. Parce que tu dis quelque chose à quelqu'un, il dit mais. Pourquoi mais? Pourquoi mais? Mais là, t'as que le mais. Il n'y a pas de mais. Tu avais une question, je t'ai donné la réponse. Mais, c'est-à-dire quoi mais? C'est-à-dire je refuse la question, je refuse la réponse, ou alors je préfère mon malheur que ta proposition de bonheur. C'est quoi mais? Non, ça s'appelle assurer les pas. Tu fais un pas, t'assures. Tu fais les pas, t'assures. Tu fais les pas, t'assures. C'est une logique de... Comment ça s'appelle? Plus encore de... Oh là là, les mots. Trop d'alcool. Ou les grossesses, je ne sais pas. L'alpinisme, merci. J'avais entendu ça une fois d'un alpiniste. Je sais, mais vous pensez trop fort. Alors, l'alpiniste, ouais, j'avais entendu ça une fois. Bon, moi, j'apprends de tout. Hein, il disait, tu es en train de monter une montagne, comme ça, 100% de dénivelé, ouais. Donc, tu as accroché 4 endroits, les 2 mains, les 2 pieds. Vous savez, vous les voyez quand vous montez. Les gars, il y a un petit rebord comme ça, le mec, il a son pied. C'est-à-dire, d'accord? Toi, déjà, quand tu as une marche comme ça, tu te sens... Lui, il est comme ça. Le bout de l'orteil accroché. Ils ont un petit sac avec la craie. Parce que si ils ont les mains mouillées, ils glissent, ils meurent. Alors, ils montent des canyons, ils montent des trucs, ils n'ont rien. Le gars, il a un pantalon et c'est tout. Ouais. Et il est là, comme ça, tout seul. Et à un moment, il est là et il y a 600 mètres en bas et 900 mètres en haut. Et il dit, j'en ai marre. Et je veux être assis dans mon fauteuil. Il n'y a pas, papa. Ou tu montes 900 mètres ou tu descends 400. D'accord? Mais si tu réfléchis, il est attaché avec quoi? Il n'y a rien. Nous, déjà, dans l'ascenseur, on panique. Il n'y a rien. Au pire, il s'arrête. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ouais, les gens, là, il n'y a aucun. Il n'y a pas de filet, il n'y a pas de crochet, il n'y a pas de corde de sécurité, il n'y a rien. Ouais. Mais c'est ça la vie, en vérité. En vérité, on travaille sans crochet. Rappelez-vous que l'insouciant ne peut être insouciant que parce qu'il y a un soucieux qui est soucieux. Donc, à chaque fois que tu es insouciant, c'est qu'il y a un autre qui est soucieux. Mais le jour où tu es soucieux, ça veut dire que tu es soucieux, ça veut dire que tu assumes. Eh bien, il disait, cet alpiniste-là, il dit, tu peux faire seulement un geste à la fois. Tu bouges la main, donc tu bouges et t'assures.
Tu bouges et t'assures. Tu bouges et t'assures. Ça veut dire que tu bouges la main et après t'assures que c'est solide. Parce que après, les trois autres mains, elles vont être, les trois autres attaches, elles vont assurer la quatrième. Mais d'ici tu bouges un pied et une main en même temps, et qu'il y en a un qui accroche pas bien, khalet al-denia, comme on dit. Ouais, bah c'est pareil en même temps. Toi, tu as un problème avec un enfant. Maintenant, tu vas lui parler, je sais pas qu'il travaille pas à l'école. Tu veux pas lui dire, travaille pas à l'école, et à part ça, tu mets pas l'équipe. Tu mets deux choses en même temps. Là. Déstabilisation. Vous me dites oui ou non? Des fois, on est pris, on veut régler tout en même temps. Ça marche pas. C'est un pas, confirmation. Un pas, confirmation. Un pas, confirmation. D'accord? En vérité, ça veut dire que ce qu'on fait, on doit le faire à 100%. C'est une Gemara. Ça s'appelle Aosek ba mitzvah, patour, mina mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, tu fais pas une autre mitzvah. Pourquoi? Tu dis, mais je suis capable de faire 6 à la fois. Tu fais 6 au détriment, tu fais 5 au détriment de une et une au détriment des 5. Maintenant, tu mets les tefilines. Maintenant, tu allumes les nérotes, tu allumes les nérotes. Tu dis, oui, mais j'allume les nérotes et en même temps, j'en profite pour faire ça et je fais un calcul sur ça et je développe sur ça et je parle à mon fils. Tu veux pas. C'est normal. Pourquoi? Parce que tu vas faire un au détriment de l'autre. Ben, c'est exactement pareil. Le Yetzirah, il fait ça. Ça s'appelle le pluriel, c'est une maladie. Les gens ils disent, ouais, moi j'aime bien faire plein de choses à la fois. Mais en fait, ils font tellement de choses qu'ils font rien à la fin. Parce qu'un acte, c'est une impulsion, une réflexion, une décision, une vocalisation et une action. Une vocalisation? Expression. Tu exprimes ce que tu veux faire. Oui, j'ai dit, je vais faire ça. Maintenant, pourquoi il y a besoin d'un cycle comme ça? Non, j'ai impulsion, action, comme les animaux. Hop, ils voient l'herbe, ils broutent. Comme les jeunes, ils voient l'herbe, ils fument. D'accord? Non. Restez calme. D'accord? Non, en vérité, pourquoi? Tu sais à quoi ça sert ces étapes? C'est pour que la réalité, elle te nourrisse. Vous me suivez ou non? La réalité, à Metsiout, ouais, ça te nourrit. Parce que, voilà, t'as préparé ton Shabbat, t'es bien. T'as repassé une chemise, t'es bien. T'as une bonne discussion avec ton mari, t'es bien. Mais si tu dis, bon, je parle avec mon mari et je regarde mon feuilleton préféré et je réponds à ma copine, d'accord? En fait, t'as pas profité ni d'un ni l'un des l'autre. Il n'y a rien. À la fin, tu dis, je me sens vide. De toute façon, j'ai fait plein de choses, mais j'ai rien. Et puis, mon psy m'a dit que je suis pas construite, je suis pas bien, je suis pas pleine. Mais pleine de quoi? C'est comme si tu visites la Chine en avion. Comment c'était? Rapide. Tu n'étais pas imprégné, Ouais, c'est pareil, tu vas te promener avec ton mari, tu éteins le portable. S'il n'y a pas trop de monde, tu lui tiens la main. Tu fais 20 minutes comme ça, tu le recharges. Oh, t'es reparti pour 74 Shabbat avec ta belle-mère. T'es fort. Ouais. Mais si vous vous tenez la main et chacun y joue avec son portable, encore tu tiens la main à qui? À quoi? Un porteur de portable? Une étagère? Non, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte. Ça veut dire qu'en vérité, ce process-là, qu'on a dit tout à l'heure, les étapes, c'est pas seulement parce que tu suis un protocole qui va t'amener à l'efficacité, c'est surtout parce que ça te donne l'opportunité de te nourrir. Donc ton travail te nourrit, ta Torah elle te nourrit. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait l'Yetzirah? Chaque chose que tu fais, mais. D'accord? Alors il y a des gens qui disent, je fais les mitzvot, mais ça me saoule. Il y a des gens qui disent, je fais une mitzvah, mais j'aurais pu faire mieux. Mais le mais, il empêche de nourrir. Je voyais un gars, je sais pas ce qu'il avait fait, maths sup, maths spé, après il a fait sup déco, une grosse tête. Mais il n'avait aucune confiance en lui. Aucune confiance en lui. Il m'a dit, ouais, tu sais pourquoi? Parce que Vayadarta va chez Vota Levavecha. Quand tu sais quelque chose, tu appliques quelque chose, tu fais quelque chose, après il y a un retour qui va te nourrir. Mais si au moment où le retour il vient, ouais, soit tu n'as pas le retour parce que tu finalises pas, soit parce que quand le retour il vient, tu dis ouais mais j'aurais pu faire mieux. Donc tu valorises pas ce que tu reçois, donc tu reçois rien. Donc le gars qui a rien foutu de sa vie, il se sent nul parce qu'il a rien foutu. L'autre il a énormément bossé, mais comme il n'a jamais reconnu ce qu'il était devenu grâce, donc il n'a pas conscience. Et dans tout c'est pareil. Ouais. Maintenant quelle différence entre valoriser ce que tu travailles, valoriser ce que tu développes, valoriser ce que tu atteins dans ta religion, valoriser ce que tu as atteint dans ton couple, valoriser ce que tu as atteint avec les enfants, ou non, tu vas dire non mais c'est nul, le petit Cohen il a des meilleures notes, ou alors tu dis ouais mais regarde celle-là son mari comment il est gentil, ah tu veux faire ça toi, donc qu'est-ce que tu fais, tu crées, tu pollues, tu crées, oui mais je t'ai dit un pas confirmation, un pas oui,
Oui, oui, oui, oui, oui. Et tu dis oui, mais peut-être qu'on aurait pu faire mieux. C'est pas ton problème. Tu as fait ton maximum à ce moment-là. À l'instant T, tu étais à 100%. C'est tout, c'est bon, c'est ce que le bon Dieu attendait de toi. C'est ce qu'on dit. Chayav Adam Lomar. Un homme est obligé de dire Mata Yagiuma Asa Iglema Asa Avotai. Un homme est obligé de dire quand est-ce que mes actes vont arriver aux actes de mes pères. Avram, Israël et Yaakov. Tu dis Blineder. Ça t'en a nous. Ouais. Comment mes actes ils vont arriver aux actes d'Abraham, Israël et Yaakov. Mais non, mais c'est même pas intéressant. C'est même pas intéressant. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est quelque chose d'impossible. Et deuxièmement, c'est que tu n'es pas Abraham, Israël et Yaakov. Donc pourquoi je vais te demander à toi, Fréha, d'atteindre le niveau de Sarah Imenou? Tu dis oui, mais ça serait mon souhait, qu'Hachem fasse, que Dieu fasse, je mange des veilleuses. Mais tu es Fréha. Donc toi, tu dois prier d'arriver au niveau de Fréha. Tu ne dois pas prier d'arriver au niveau de Sarah Imenou. Ça n'a pas d'intérêt. Pourtant, c'est dans les prières. Arodon Kolo. Ça, c'est dans le mais ou dans le oui? Donc, vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que, de la même manière que Sarah Imenou, elle est devenue Sarah Imenou, de la même manière, moi, je dois devenir Fréha. Comme ça, il explique les commentaires. C'est pas qu'on doit devenir Abraham. C'est que de la même manière qu'Abraham, il a été au bout de son potentiel, moi aussi, je dois aller au bout de mon potentiel. Maintenant, après, comment je vais savoir si je suis au bout? Bonne question, oui. Et je vais rajouter 20 € dans le cochonnet si quelqu'un se propose. Non. Alors donc, c'est quoi l'idée? C'est pas grave. L'idée, c'est que c'est pour ça qu'on a besoin du Hani et du Li. Parce que le Hani, lui, celui qui est à l'intérieur, il a une qualité essentielle qui s'appelle le Chush Haemet, le sens de la vérité, qui se traduit au niveau psychologique sur ce qu'on appelle le taux de FDG, c'est-à-dire le taux de foutage de gueule, ouais, que chacun est capable de savoir, là, tu te la joues, là. Là, t'es pas toi-même. Là, tu fais genre... tu sais que c'est faux. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que celui de l'extérieur, le moi extérieur, il peut se tromper parce qu'il y a le regard de l'autre, parce qu'il y a l'ambiance, parce que... Ouais. Mais à l'intérieur, tu sais quitter quand même. Il faut espérer. Parce que ou le moi intérieur n'est pas créé, ou alors il est rentré dans la fabulation de l'extérieur. Ça s'appelle la mytho. Ouais. Mais si toi... Le lit, c'est l'ego, non? Ouais. Non, si on veut, c'est pas grave. Ouais, c'est aussi l'ego. Ouais. Encore une fois, c'est facile. C'est que, par exemple, voilà, quand vous parlez, c'est un exercice que vous pouvez faire. Vous allez parler. Avant de parler, vous dites qu'est-ce que je vais dire. Mais qui c'est qui dit qu'est-ce que je vais dire? C'est pas celui qui va parler. Ouais. Et ben il dit attention, je vais dire ça. Ah, pourquoi tu veux dire ça? Il dit ben je vais dire ça parce que parce qu'il faut que ça sorte. Ah ouais, toi tu confonds rôter et parler. Ah d'accord. Après tu dis non, c'est parce que je suis énervé. Ah donc ça va être une réaction à l'énervement, donc c'est du Satan. Après tu dis non mais c'est parce que il faut qu'il paye aussi. Ah d'accord. Donc ça c'est encore du Satan. Donc c'est quand que tu vas dire je pense que ce que je vais dire c'est nécessaire et constructif. Voilà, et là tu lâches. Et dans tout c'est pareil. Tu dis oui, mais ça, c'est un petit peu handicapant parce qu'à quelle vitesse on va vivre quand on voit certaines vitesses de pensée, d'accord? On sent que le déplacement des Alpes est beaucoup plus rapide. Mais au départ, c'est formel et après, ça devient. Tout ce que tu fais dans la vie, au début, c'est formel et après, c'est intuitif. C'est comme les chalotes au début, les chalotes à 4, là, tu deviens folle. Tu es là, tu es jeune marié, tu dis maman, dis-moi comment il faut faire. Vas-y, ma chérie, mets ton portable, j'ai de super vie. Voilà, prends celle de gauche, prends celle de droite. Au départ, c'est la torture. Et après, au bout de 2 ans de mariage, tu parles avec ta copine, tu regardes même pas, tu dis aux enfants, révise la Mishnah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Appelle papa. Ah bah attends qu'il rentre, tu vas voir. Ouais. Mais t'as fait la chala, tu t'es même pas rendu compte. C'est normal, parce que tu as réussi. Ce qu'on appelle une fihala. D'accord? Donc tu as réussi à faire. Pourquoi c'est devenu intuitif? Et bien dans tout c'est pareil. Ouais, au départ tu réfléchis avant de parler, mais après quand tu as développé l'intuition, c'est facile. C'est comme la musique. À force d'écouter de la musique classique ou de la bonne musique, ouais, n'importe laquelle, tu sens la fausse note là. Hop, il y a une fausse note là. Pourtant, tu n'as pas fait de solfège. Ouais, c'est pareil. Quand tu cherches la vérité ou que tu es habitué à reconnaître la vérité, tu sens quand il y a du faux là. Tu dis là, la personne, elle ne dit pas ce qu'elle pense. Et ça, c'est qui ça? Encore une fois, c'est le moi intérieur, c'est pas le moi extérieur. C'est le moi extérieur, le moi intérieur. Comme je vous ai expliqué avec le réveil. Vous vous rappelez que le réveil ou non? 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 Personne ne révise? Bon, vous êtes drogués, c'est normal. Mais les autres, il faut réviser les cours. Sachez que les cours ne sont pas faits pour être écoutés. Ils sont faits pour être réécoutés. Sinon, ça vous passe au-dessus de la tête. D'accord? Donc,
je redonne l'exemple du réveil, il est fondamental. Quelqu'un, il doit prendre l'avion le lendemain matin et il faut qu'il se réveille à 4 heures. Donc, il prend le réveil, il règle le réveil sur 4 heures. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a besoin de se réveiller à 4 heures. Et il sait qu'il a besoin d'un réveil parce qu'à 4 heures, il sera en train de dormir. Donc, comme il va dormir, il met un réveil qui va le réveiller à 4 heures. OK. Et puis, il dort, le lendemain, il dort, et à 4 heures moins quart, il se réveille. Pourquoi? Parce qu'il a peur de rater l'avion, il a le souci, il se réveille. Donc, il se réveille, il voit qu'il est 4 heures moins quart, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint le réveil. OK. Question à 2 balles. Puisque lui, il dormait, et qui sait qu'il dormait, puisque la preuve, c'est qu'il a mis un réveil pour se réveiller. Qui sait qu'il a réveillé, puisque lui, il dormait? Son lit. Lui. Son lit, il a le lit. Je suis obligé de répondre ou... Faut pas me tenter, je suis armé. Vous avez compris ou non? Qui sait qu'il est réveillé parce qu'il lui dormait? Alors tu dis, bon, c'est son instinct, c'est son intuition, c'est le souci de rater l'avion, mais c'est pas celui de l'extérieur, parce que celui de l'extérieur, le moi extérieur, il dormait, lui. Mais le moi intérieur, lui, il dort jamais. Comme tu veux ou non? C'est pas... Non, c'est pas son lit. Ah, le lit! Ah là là! Ah, son lit! Oh là là! Oh. J'ai failli légitimer la couleur des cheveux. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Baruch Hashem. Donc, ici, qu'est-ce qui est marqué ici? Une seule qui suit, c'est honteux. Donc, c'est quoi l'idée? En plus, vous êtes majoritaire, là, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que il faut comprendre, ça s'appelle le subconscient. D'accord? Maintenant, en vérité, ça, je l'ai dit souvent, mais je vais le répéter aussi, c'est que, en fait, on vide. Il y a la réalité et il y a le conscient. D'accord? Il y a le date et il y a la réalité. Donc maintenant, moi, je vis une réalité avec conscience. Mais en vérité, avec la réalité, j'éduque ma conscience. Comme si vous ou non. Mais ma conscience, elle éduque mon subconscient. Non, je suis à Paris. Voilà. Ça va? Carrément, elle s'ennuie. Alors, donc, vous avez compris l'idée ou non? Regarde, je vous donne un exemple. Un homme et une femme, d'accord? Ils sont mariés, ça arrive de manière cyclique, d'accord? Donc maintenant, tiens mon chéri, je t'ai fait à manger, comment ça se passe? Je t'ai repassé la chemise, tiens, au fait, pour Shabbat, où est-ce qu'on part en vacances? Bon, ça c'est ce qu'on vit dans le conscient. Eh bien, cette intimité-là qu'on vit dans le conscient, elle crée du subconscient. Par exemple, tu es au travail, et 5-6 fois, tu penses à quelqu'un, tu penses à ta femme, et tu l'appelles, elle te dit, oh là là, tu m'appelles maintenant, la fausse couche, malheureusement, elle vient d'arriver, là, il y a la grossesse de 2 mois, et elle est partie. Maintenant, toi, tu as pensé à elle, mais tu ne savais pas pourquoi. Mais elle était en train de souffrir. Mais elle ne voulait pas te déranger, parce que la Hanina, tu es en train de travailler. Donc elle dit, de toute façon, je vais lui dire ce soir. Mais comme vous êtes liés en Wi-Fi, maintenant, ça, ce lien Wi-Fi que vous avez créé les deux, il est dans le subconscient. Parce que toi, tu n'as pas pensé, elle n'a pas pensé. Vous suivez ou non? Mais ça a été créé par le travail du conscient. Donc, on travaille dans le conscient pour développer le subconscient. Ça va? Ça s'appelle l'intuition en français. Comme l'expérience. Quand tu travailles dans un domaine, au début, tu bafouilles, tu t'angoisses, tu stresses. Puis après, quand tu as 10 ans d'expérience, tout de suite, tu comprends. Tu dis, écoutez, on ne va pas perdre notre temps. Ça, c'est un client qui... ça ne sert à rien. Donc, hop, parce que tu as développé un subconscient professionnel. Là, tu as un subconscient avec les enfants. Ils rentrent dans la chambre, ils ne te parlent pas. Tu dis, un truc là. Hop, tu rentres dans la chambre. Il est en train de faire des textos bizarres. Tu sais, tu sens, tu es une maman, tu sens. Ouais, tu as un papa, tu sens. Si tu sens rien, ben, c'est parce que déjà dans le conscient, ça t'intéresse pas. Leur pas de l'air. Donc comme ça t'intéresse pas, ça rentre pas dans l'inconscient. Donc en fait, on passe notre vie à éduquer notre subconscient. Je suis même tenté de penser que c'est le subconscient qui va la Maba. Subconscient sur la Maba? Ken. Bah oui, parce que... Mouda sur la Maba? Oui, pourquoi? Parce qu'en vérité, quand c'est marqué va chez Vota, elle les va vecha, tu ramèneras les choses à ton cœur. Et on dit Alev Zamitiout, d'accord? Mais c'est quoi l'essence de la personne? C'est ce qu'elle est consciente, c'est ce qu'elle est inconscient. Inconscient, une bonne question. Ça. Voilà. Eh ben, c'est ça son essence. Bah alors, c'est le subconscient qui dirige notre conscient et non pas le contraire. Mais il faut arriver à ça. Parce que les trois quarts des gens, ils n'ont pas développé le subconscient. Déjà, ils sont en bagarre avec la réalité, qui est en vérité épidermique. D'accord? C'est comme la chaleur. Des fois, des gens me disent rien, enlève ton manteau, il fait chaud. Maintenant, le Rambam, il dit la chaleur, c'est dans la tête. C'est-à-dire que si tu t'énerves, tu as chaud. Si tu t'es calme, tu n'as pas chaud. Parce que si tu développes de la sueur, ou tu développes bon, évidemment, si tu prends 3000 calories par repas, c'est normal que tu aies une surcharge calorique qui génère
de la chaleur, parce que le corps, il évacue la calorie. Mais quand tu t'énerves, tu génères de la chaleur. D'accord? Quand tu prends sur toi, tu génères de la chaleur. Donc, si tu as une sérénité intérieure, tu ne suis pas. Oui, c'est logique. C'est tout. Alors maintenant, alors, tu dis oui, mais il faut en être conscient, il faut se rendre compte. Oui, alors c'est pour ça que je te dis que ce qui est formel au départ, parce que tu réfléchis à ce que tu fais, après ça devient naturel. Naturel, ça veut dire intuitif. Donc c'est à l'intérieur. Donc tu vois qu'en fin de compte, toute notre vie, on fabrique cet inconscient-là. Et cet inconscient-là, s'il ne réagit pas, c'est qu'il n'est pas créé. Comme les gens disent, bah, excuse-moi, j'y ai pas pensé. Bah, franchement, ça ne m'est pas venu. Comme quelqu'un, tu lui parles mal. Après, tu dis, mais tu te rends compte, c'est un manque de respect. Alors toi, tu dis, oh, excuse-moi, ça m'a échappé. Tu dis, mais ça t'échappe jamais avec ta mère. Parce que dans le subconscient, même pas en rêve que tu parles mal. Donc, tu peux pas, même par accident, tu ne peux pas y arriver. Vous me suivez ou là? C'est comme les gens qui te disent, ils sont honnêtes jusqu'à 1 million d'euros. Après, c'est une mise va te voler. Donc, ils n'ont pas intégré l'honnêteté à 100%. Parce que 100%, c'est 1 euro ou 1 million d'euros, il n'y a pas de différence. Alors que les gens qui disent, bon, écoute, les circonstances, les opportunités, le maaser, je vais aider la yeshiva, mais c'est du gazelle, c'est du gazelle. Bon, mais c'est une façon de voir, j'ai trouvé un raf qui m'a dit que si je donnais 20%, c'était cachère. Mais toi, tu sens que tu mens, tu sens que tu triches, tu le sens. La preuve, tu te sens mal. La preuve, c'est que tu veux te racheter. C'est que si tu veux te racheter, c'est que tu te sens mal. D'accord, maintenant la vie, c'est quoi? C'est de faire des choses qu'après, on va dépenser pour se sentir bien. Vous suivez ou non? C'est dire des insultes pour après s'excuser. C'est mentir pour dire excuse-moi, j'ai pas réfléchi. C'est ça la vie? Non, la vie, c'est que, comme je vous ai expliqué déjà 1 million de fois pour les redoublants, c'est que on dépense autant d'énergie à réparer qu'à éviter de casser. Alors évite de casser. Tu dis oui, mais pour éviter de casser, il faudrait que j'y ai réfléchi. Ah non, ça veut dire Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, il faut réfléchir. D'accord? Réfléchir, ça veut dire être en conscience vigilante ou en vigilance consciente. C'est mettre à distance les émotions aussi. Vous parlez des émotions. Oui, mais c'est normal parce qu'encore une fois, les émotions sont nécessaires parce qu'elles donnent la nature des choses. Mais c'est moi qui dois décider le dosage. Mais si mes émotions sont plus fortes que moi, pourquoi on a créé le cerveau? Mais les émotions sont plus fortes que nous. Pourquoi il y a le cœur? Regardez, Pascal, il n'est pas juif, le philosophe. Il a dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. D'accord. Donc il y a la raison qui est raisonnable et il y a le cœur qui n'est pas raisonnable, puisque le cœur n'est pas dans la raison. Okay. Donc le mode de fonctionnement du cœur et le mode de fonctionnement du cerveau n'est pas le même. Bon, nous on dit la même chose, on dit Adam Chofshi Bedimiono Veasur Bemuskalo. Un homme, il est libre dans son imagination, mais il est enfermé dans son cerveau. Parce que le cerveau, il calcule, il gère, il structure. Tu ne peux pas se dire n'importe quoi, n'importe comment, parce que tu as un cerveau. Il y a des gens qui arrivent, grâce à Dieu, ils n'ont pas de cerveau. C'est un syndrome, ça s'appelle Nabila. D'accord? Donc, mais maintenant, quand la personne, elle a un cerveau, donc le mode de fonctionnement du cerveau n'a rien à voir avec le mode de fonctionnement du cœur. Ok. Maintenant, à quoi il sert le cerveau? Il sert à réguler les écarts du cœur. Vous me suivez ou non? À quoi il sert? Par exemple, quelqu'un qui s'angoisse, tu lui dis, mais sois raisonnable. C'est-à-dire, réfléchis avant de t'angoisser. Ouais, oui, ok. Et le contraire, le fait d'avoir un cerveau, c'est très bien, mais seulement tu vas être trop structurant, trop formel, trop froid. Donc tu as besoin du cœur. Et le cœur, il va mettre du fluide, il va mettre de l'énergie, il va mettre de la chaleur. Donc tu as besoin du cœur pour humaniser le cerveau, et tu as besoin du cerveau pour structurer les écarts du cœur. Les deux en même temps s'appellent le Hémet. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plus d'extrémistes, d'accord? Ou des gens qui sont hyper froids, hyper carrés, gestionnaires de tout, et des gens qui sont hypersensibles, en souffrance perpétuelle, parce qu'ils portent la douleur du monde. C'est ça que la Gemara elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Rahmanim enam haim. C'est violent ça. Rahmanim, les gens qui sont Rahman, qui sont sensibles, qui ont pitié, ils ne vivent pas. Parce qu'ils passent leur vie. Ils ne vivent pas. Tout le temps, j'ai de la peine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? C'est pour ça que les gens, quand ils sont plus âgés, par exemple, des fois, il ne faut pas trop leur raconter les mauvaises nouvelles parce qu'ils ne gèrent pas. Donc, toi, tu lui as dit, bon, tiens, en fait, le petit, il a du diabète. Et l'autre, jour et nuit, pendant 23 jours, elle va penser à ça. Parce qu'elle n'a plus le régulateur. C'est neuronal. D'accord? Donc, c'est des dosages à chaque système. Mais de la manière
encore une fois, avec l'autre, avec moi-même. C'est-à-dire que je dois avoir une gestion économique de mon équilibre émotionnel pour être certain que je ne vais pas tomber ni dans la froideur, ni dans la névrose. Il faut avoir ça. Parce que les gens ne le font pas. Les gens disent, bon, bah, écoutez, moi je prends les choses comme elles sont. Ils disent, bon, Mina Shamaïm, mais elles seront malades. Si c'est Mina Shamaïm. Vous savez comment ça s'appelle Mina Shamaïm en français? Vous parlez français, hein? D'accord. Ça s'appelle l'aïmouna, s'appelle lâcher prise. Ce que tu peux faire, ta ennemi va te le faire. Ce que tu ne peux pas faire, Akadosh Baruch Hu, il est là. Tu vois, alors ça, c'est une façon de déresponsabiliser les gens. Non, je te répète. Ouf, tu pratiques le cerf-volant. Ce que tu peux faire, ta ennemi va te le faire. Il faut t'impliquer, il faut être à fond, il faut mettre ton cerveau, ton cœur, ta réflexion, ta décision, ta maturité. Mais ce que tu ne peux pas faire, ce qui n'est pas entre tes mains, ouais, ce que tu ne peux pas régler, ce qui n'est pas dans le présent, d'accord? Parce que c'est un truc qui va venir dans 10 ans, ou parce que ça concerne l'autre, ou parce que c'est pas entre tes mains, il faut lever les bras. Quand est-ce qu'on est arrivé à sentir qu'on a fait tout ce qu'on peut faire? Ben c'est facile. La réalité est là. Non, pour ça... Des fois, on peut être exigeant en disant, bon, j'aurais pu faire encore ça, et encore ça. Oui, mais pour ça que j'ai dit, c'est pas le Hani qui voit ça, c'est le Li. C'est-à-dire que ça s'appelle le Chouch Haemet, le sens de la vérité. C'est-à-dire je sais que j'ai fait ce que j'ai à faire. On le sent, d'accord? Quand quelqu'un te dit prête-moi 1000 euros, tu dis la vérité, je peux te prêter 800. Tu dis essaye 2000. Je te dis je peux pas, j'ai une famille à nourrir. Je peux te prêter 800, voilà, j'ai mis de côté 600, je peux trouver 200, mais je peux pas trouver 80 000 euros. Donc je sais. Alors pourquoi pour l'argent, genre je connais la limite, et pour les nerfs, je connais pas. C'est très simple. C'est parce que quand je vois que l'énergie que je donne, elle me coûte plus que ce qu'elle rapporte, pas à moi, mais à la situation, ça veut dire que c'est trop. Quand je vois que je craque, c'est que c'est trop. Rappelez-vous l'arbre avec les branches et les fleurs, vous vous rappelez ou non? Non plus. Donc il y a un arbre, c'est une personne, et l'arbre, il a une écorce, il a de la sève, il a des branches, il a des feuilles, il a des fruits. Les fruits, c'est les actes que tu produis. Tous les ans, il y en a des nouveaux. Les feuilles, c'est les attitudes. Des millions d'attitudes. Bonjour, comment ça va? Rentrez, faites attention. Laisse tomber, c'est moi qui va faire le lit. Toutes ces petites attitudes-là, d'accord? Ça, il y aura des milliers. Combien il y a de feuilles sur un arbre? Les branches, c'est la structure. Structure mentale, structure morale. Ça, tu peux pas tailler les branches n'importe comment. Le tronc, c'est le moi. C'est lui qui nourrit les branches, les feuilles et les fruits. L'écorce, c'est la protection. Ça s'appelle le respect de soi, la dignité. Et la sève, c'est l'énergie vitale qui va nourrir tout le système. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu prends de la sève pour faire des actes. Tu prends de la sève pour avoir des attitudes. C'est normal, tu donnes de la vie. Le problème, c'est que si tu vois que tu craques, d'accord? Alors, Hachem, il a fait un truc extraordinaire dans les arbres. C'est que l'épaisseur du tronc grossit en fonction du nombre de branches. Donc, quand tu l'achètes l'arbre chez Truffaut, il est comme ça, il y a 2 branches. Et après, tu viens 10 ans après, il est comme ça, et waouh, tu sais, il y a 60 kilos de cerises là. Waouh! Mais 60 kilos de cerises, c'est rien à côté des 400 kilos de branches. Et tout ça sur le tronc. Oui, vous suivez ou non? Donc, Baruch Hashem, la nature elle est bien faite, que le tronc augmente en même temps que le poids des branches. Ça va? Ok. Maintenant, si tu augmentes le poids des branches, mais tu n'augmentes pas le poids, qu'est-ce qui fait le tronc? Il craque. Donc, si tu ne développes pas ton moi en même temps que tu développes tes responsabilités, tu craques. Ward, 1. Numéro 2, c'est que tu nourris, d'accord? Tu nourris les fruits, tu nourris les attitudes, tu nourris les actes. Mais si tu vois que ce que tu nourris, ça ne s'arrête jamais, et qu'en plus, ça ne produit pas de résultat, parce que des fois, tu t'adresses à ce qu'on appelle des aspirateurs de sève, c'est-à-dire des gens qui vont pas exister, mais qui vont se servir de ton existence pour exister. Ouais, des gens qui sont, par exemple, tout le temps tristes. Je suis pas bien. Alors tu dis, vas-y, ça va aller. Donc l'autre, il va mieux, mais toi, tu vas mourir, tu dis. Mon énergie vitale, elle est partie. D'accord? C'est des aspirateurs de sève. Donc maintenant, si toi, encore une fois, on est dans une logique où moi je te nourris, toi tu me nourris, ça va très bien. Donc tu veux ou non? Mais si moi je nourris et je reçois rien, et donc ça m'épuise, donc comment je le sais que je craque? Parce que si tout le monde déplore en plein milieu de la journée, si tu es tout le temps fatigué, si tu n'as plus d'espoir, tu es en train de craquer là. Mais pourtant l'énergie vitale, elle est là. Donc le problème, c'est que tu es en déficit d'énergie. Donc, il faut avoir
ce qu'on appelle l'autonomie existentielle, c'est-à-dire une manière de régénérer. Bon, mais ça, c'est un autre cours qui s'appelle Régénérer sa joie, que vous trouverez sur YouTube, dans ma chaîne, qu'il faut absolument écouter avant l'exomile, avant les problèmes. Donc, quand vous êtes dans cette logique-là, ouais, en fin de compte, vous avez compris que ce que vous allez produire, eh ben, ça va vous nourrir. Donc, en fait, c'est produire, nourrir. Produire, nourrir. Sinon, produire, mourir. Ben oui, parce que comme tu produis, mais que tu ne retires rien de ce que tu produis, ben tu t'épuises. C'est pour ça que c'est très important d'être nourri par sa Torah, d'être nourri par son couple, d'être nourri par ses enfants. Mais le problème, c'est que avec la réalité, tu peux être en exigence, mais avec l'autre, non. C'est que la réciprocité n'est pas forcément un réflexe naturel. Donc quand ça vient, c'est super. Quand ça vient pas, il faut se remettre en mode autonome. J'ai fait ce que j'ai à faire. Mais si, encore une fois, tu te nourris de ce que tu attends, donc ça t'épuise. Comme j'ai dit souvent à des gens, vous êtes épuisé dans un puits épuisé. Tu fais 4 km avec ton seau et tu arrives, il n'y a pas d'eau. Mais tu as très soif. Donc tu retournes à la maison, après tu reviens, tu refais 4 km dans la chaleur, tu jettes le seau et tu entends PAM, parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors tu vois comment il faut faire. Ben, soit tu cherches un autre puits, soit tu apprends à vivre avec moins d'eau. Vous me suivez ou... On peut avancer le cours là, parce que vous m'embarquez dans des développements qui n'ont rien à voir. Donc, si c'est ça, c'était, on a dit, au niveau du dommage, d'accord? Qu'il y a ce niveau de responsabilité, mais en vérité, qui donne cette vigilance que l'on doit avoir par rapport à ce qu'on produit. Mais il y a une autre Gemara dans Brachot d'Aflamed Aleph, c'est marqué là-bas, Chana nirsheva l'ishikora. C'est Chana, elle était en train de pleurer dans le Beth Amikdash pour avoir un enfant, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, et il y a le prophète, pas le prophète, le Kohen, Élie, qui l'a vu, il a cru qu'elle était sous. D'accord? Parce qu'elle avait fait comme ça. Alors il a cru qu'elle était en train de cuver son vin. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Il lui a dit, ah, va cuver ton vin ailleurs. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est sentie obligée de lui expliquer. Elle dit, écoute, je ne suis pas sous, je suis une femme sérieuse, une femme bien, mais comme ça, j'ai pas d'enfant, et j'étais en train de prier, de pleurer à Hachem qui me donne un enfant. Ah, maintenant, la question, elle est, pourquoi est-ce qu'elle s'est sentie obligée d'expliquer à Élie elle faisait ça? Alors la Gemara dit un langage incroyable. Je sais que vous allez être choqués parce que vous êtes sensibles. Anirshad bema she'eno tsarich leodio. Celui qui est soupçonné de quelque chose qui est faux, ouais, ou qui n'existe pas, doit le faire savoir. Ça veut dire, c'est que moi, je dois légitimer mes actes en réponse à des gens qui les ont mal interprétés. Vous suivez ou non? Moi, j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal. C'est écrit où ça? La Gemara dans Brachot, Lamed Aleph, Hamoud Bet. Mais ça s'adresse aussi aux gens intelligents. Donc, non, bête. C'est pas grave. Donc, ça veut dire que moi, je vais vivre ma vie. D'accord? Mais on peut interpréter de manière tordue mon acte. Donc moi, je dois aller voir le gars qui a mal interprété et lui expliquer, sache que tu ne dois pas mal interpréter parce que ce que j'ai fait, c'est pas mal. D'accord? Mais c'est impossible. Parce que si moi, j'ai un comportement ambigu, d'accord? Genre, je sors d'un cinéma qui n'est pas très ni pour nous, ni pour vous. D'accord? Et quand il va dire, ah mais Chétrit, je l'ai vu sortir du cinéma qui est spécialisé en anatomie féminine. Mais en vérité, moi, j'ai été ramener les tefilines du gars qui travaille à l'accueil. Mais l'autre qui voit ça, il dit, t'as vu? Attends, je te dis, je l'ai vu sortir. Je l'ai vu sortir, ouais. Alors moi, ça, c'est moi qui a créé cette ambiguïté, d'accord? Mais si j'ai rien fait, j'ai eu un comportement normal, mais l'autre, il est tellement tordu dans sa tête qu'il voit le mal. Vous me suivez ou non? Alors moi, je dois aller le voir et lui expliquer, sache qu'il n'y a rien de mal. Tu lui dis, mais je peux pas, il y a trop de cinglés. Parce que tous les cinglés, tous les névrosés, tous les angoissés, tous les complexés, ils vont avoir un voile de négation, des lunettes noires, d'accord?
Donc, il trouve qu'il fait moche. Il fait moche, oh, il fait moche, oh, il fait moche, oh, il fait moche. Mais enlève tes lunettes noires. D'accord? Tu dis, oui, mais la maison elle est mal placée, la maison elle est mal placée. Mais écoute, t'habites pas dehors. Donc, en vérité, si moi, je dois me mettre dans la tête de tous les gens, enfin, en résumé, cinglés, et je dois aller leur expliquer, c'est vrai que tu aurais pu interpréter que, mais tu t'es trompé parce que, mais je ne peux pas faire ça, je peux passer ma journée à expliquer à des gens qu'ils ont mal jugé, qu'ils ont mal géré. Mais c'est marqué dans la Gemara. Anirshad, Bemache et Eno. Ouais. Il n'y a pas écrit Anirshad Bedavar. Si c'est marqué quelqu'un qui est soupçonné de quelque chose, ça risque l'audio. Ouais. Pourquoi? Parce que Vetiunekim Lachem, Vele Israël. Il y a une obligation d'être nickel. Tu es obligé. Tu es condamné à être parfait. Comme mes enfants, quand ils étaient jeunes, ils me disent, mais papa, j'ai pas de ticket, je peux sauter, tout le monde saute. Ouais. Là-bas, c'est le mec qui met ticket qui n'a pas l'air normal dans les territoires, dans le 93, d'accord? Mais je lui dis non. Parce que quand lui, il saute, les gens ils disent, ah, ben le mec, il a fait des économies. Mais toi, avec ta kippa, quand tu sautes, pendant 10 ans, ils vont parler. Regarde les feuilles, regarde les feuilles. Mais c'est le même comportement. Mais toi, tu n'as pas le droit. C'est qu'on est condamné à la perfection. Ouais, c'est pareil quand t'es parent. Quand t'es parent, eh ben, tu es condamné tout le temps d'être vigilant. Parce que l'enfant, il a une caméra avec capteur sélectif. Si on se trompe, comment on répare? Oui, mais vous voulez faire le cours à ma place. D'accord. Donc, alors laissez-moi avancer, je ne sais même pas où je vais. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Je ne sais même plus de quoi je parlais. J'essaie d'être pédagogique, mais... Il faut aller s'expliquer. Non, avant ça, ça veut dire que moi, je dois savoir que mon comportement, comme on a expliqué avant, il génère des réactions. D'accord. Mais comment je peux être responsable de la perception de l'autre? Je ne suis pas dans sa tête, moi. C'est que moi, je vais faire tout pour être bien dans ma peau, mais il faut que je gère tous les mal dans leur peau qui regardent mal. Encore une fois, Nirshad Bedavar, si vraiment j'ai fait quelque chose, même quelque chose qui est soupçonnable, je dois, c'est normal, bien fait pour moi, je dois. Mais Bedavar chez Eno, c'est-à-dire je suis soupçonné d'une chose qui n'existe pas. Alors je dois aller, moi, chez l'autre. C'est bizarre. Alors il y a deux lectures. Soit une lecture qu'en vérité, c'est un peu violent, je ne sais pas si vous êtes apte à absorber ça, que je dois avoir un comportement tellement parfait que l'autre, même en se trompant, il ne voit pas le mal. Vous me suivez ou non? Même en se trompant, il ne voit pas le mal. D'accord? Ou alors une lecture moins violente, c'est de dire que j'ai un crédit naturel. C'est-à-dire que j'ai une perpétuité de comportement, j'ai une stabilité existentielle, j'ai une pérennité qui fait que quand l'autre il va être tenté de mal juger, ouais, il dit non, c'est pas possible. C'est possible ou non? Alors je prends un extrême, quand tu vois Baba Saleh qui sort du cinéma, tu dis non. Tu dis, ouais, les rabbins, non. Baba Saleh, il a, grâce à Dieu, il a du crédit. Donc en vérité, la logique, c'est ça. D'accord? Maintenant, le couple, ça ressort au maximum. Pourquoi? Parce que le Yetzirah de la mauvaise interprétation, il est jour après jour. Pourquoi? Parce que comme il y a tant qu'on n'a pas dépassé la rivalité, moi, toi, moi, elle, lui, elle, moi, elle, sa mère, ouais. Donc, on est en recherche de nourriture de notre vision négative. D'accord? Donc, on cherche l'erreur. On cherche de quoi accuser. On cherche la critique, soi-disant par perfectionnisme, dans le but d'améliorer. C'est connu, les goïms, ils le disent. D'accord? L'enfer est pavé de bonnes intentions. D'accord? Donc, comme je sais que l'autre est en hypersensibilité de voir l'erreur, donc moi, j'ai une mitzvah de ne pas nourrir ça. Comme des gens, j'ai dit, écoute, tu sais que ta femme, elle est sensible. Alors, arrête les pics. Ça marche pas, les pics. Les pics, c'est pour les gens qui sont blindés. Quand quelqu'un est... c'est pareil. Tu sais que ton mari, il a besoin qu'on lui dise merci. Dis-lui merci. Ah, tu vois, c'est évident. Moi aussi, je travaille. Moi aussi. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu dis merci. T'amènes un cadeau, merci. Il rentre à la maison, il sourit, merci. Il paye des vacances, dis merci. Tu dis non, pourquoi? Moi aussi, j'ai ma part, moi aussi. Alors que moi aussi, c'est comme moi aussi. Moi, je suis de mon côté, toi, tu es de ton côté. Mais nous, on veut de la solidarité. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu génères de la fracture. Après, tu dis ouais, on ressemble plus rien. Ils sont fous, les gens. Mais s'ils réfléchissaient de dire merci, ça génère de la communion, ouais, et de pas dire merci, ça génère du vide. Parce que l'autre, il fait, toi, tu fais, et en fin de compte, il se passe rien au milieu. C'est ce que j'ai dit hier à un couple, au téléphone. Je leur ai dit, mais il faut chercher et il faut optimiser les opportunités de communion. Vous me suivez ou non? Les opportunités.
Maintenant on va aller à la poste ensemble. Ou alors on va parler 2 heures sur un sujet. Ou alors on va discuter sur l'éducation. Ou alors on va kiffer un repas. C'est des opportunités de communion. Mais les gens ils disent bon, on n'a pas le temps de manger ensemble. Le Shabbat c'est compliqué, moi je dors. Les courses de toute façon ça n'intéresse pas. De toute façon le sport on n'a pas le truc. La télé on regarde pas la même chaîne. Les lectures on n'est pas sur la même longueur d'onde. L'éducation on n'a pas la même vision des choses. Tu dis à la fin tu dis mais qu'est-ce qu'ils ont en commun les deux? Qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? C'est quoi? C'est une erreur de. C'est comme si tu reçois un paquet Amazon, mais il n'y a pas ton nom. Tu dis, bon, que je le garde, on ne sait jamais. Il y a un problème au niveau de livraison là-haut? Non, le bon Dieu ne se trompe pas. D'accord? Surtout qu'il y a des enfants qui sont nés. Ça veut dire que toi, tu as un travail à faire, et l'autre, il a un travail à faire. Maintenant, le problème du travail, c'est que ça demande une dose de Emouna et une dose de remise en cause. Mais quand je ne crois pas, parce que je me suis convaincu, en 2 mots, que c'est pas ça, et je ne veux pas me remettre en cause, parce que je suis la réincarnation de la vérité sur Terre, donc ça va être difficile. Ça va être difficile, parce que même si tu fais fabriquer un moteur par Ferrari, qui est vraiment, chaque pièce, elle est faite à la main, avec une précision énorme, si te vend une voiture à 500 000 euros, c'est parce que chaque pièce, elle est faite spécialement. Et bien même dans les moteurs Ferrari, qui sont faits au micron de millimètre, il y a de l'huile. Il y a de l'huile. Donc toi, tu peux être parfait, l'autre, il peut être parfait, mais il y a quand même de l'huile. Mais si tu ne mets pas d'huile, on dit en français, tu serres le moteur. Il a brûlé. Tu sens, oh là là, je crois qu'on a brûlé le moteur. Mais c'est quoi brûler le moteur? C'est que les interconnexions, elles n'avaient pas été lubrifiées. D'accord? Et bien dans tout c'est pareil, toi et ton fils, lubrification, toi et le client, lubrification, toi et toi-même, lubrification, toi et Hachem, lubrification, vas-y lubrifie, même Hachem et nous, din, rachamim, le din c'est le moteur, rachamim c'est l'huile, tu dis non, pas de rachamim, tu vas même pas survivre 7 minutes, parce que tu fais 22 avérotes par seconde. Donc ici c'est marqué que quand on sait comment ça fonctionne, donc ça veut dire quoi, Nirchat Bedavar She'eno, ça veut dire que moi, je dois avoir ce qu'on appelle une recherche de perfectionnement. Mais, attention, elle doit être orientée vers moi. C'est que tout le monde a une dose de tolérance, mais cette tolérance, elle doit être pour l'autre. Mais avec moi, ça doit être intolérant. D'accord? Et si quelqu'un va dire, oui, mais vous savez, on devient fou quand on est trop intolérant avec soi-même, t'en fais pas de s'oublier, c'est rare. C'est-à-dire qu'à la fin, tu comprenez, même si tu fais attention au régime, mais tu as quand même une tablette de chocolat dans la table de nuit. Tu dis, mais enfin, c'est pas, ça ne correspond pas avec ton régime. Ouais, mais attends, des fois, tu as besoin d'une petite douceur. Voilà. Donc tu sais aménager. C'est pour ça qu'ils ont dit Ve'afta l'ereacha kamocha. Ouais. Ve'afta l'ereacha kamocha. Maintenant, kamocha, ça veut dire que pourquoi avec toi, tu es d'accord de faire des compromis, avec l'autre, non? Kamocha. Ouais. Mais c'est qui kamocha? C'est toi et toi. Vous me suivez ou non? Donc il y a le li et le hani. Maintenant, de la même manière que, entre guillemets, tu es étranger de l'autre, et on te dit, si tu veux fonctionner avec l'autre, il faut que tu aies ce recul-là de kamocha. De la même manière, toi, avec toi-même, tu dois avoir ce recul de dire, ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire. D'accord? Tu peux avoir l'honnêteté de dire, là, je suis trop fatigué, là, je peux pas. Et dans la communion, c'est pareil. Tu peux dire à ton mari, quand on est en solidarité, écoute, là, ce Shabbat, je peux recevoir personne. Je suis fatigué, c'est une semaine très, très dure. Il va dire, ah non, mais je t'en prie, j'ai déjà dit aux copains, on va se faire un kiff, on va se faire... Je peux pas, je te fais une table de Shabbat d'habitude de folie. Là, je suis fatigué. Là, j'ai besoin, toi et moi, les enfants, comme ça, à 9h, je suis au lit. Toi, tu me dis, non, on va faire la guerre. Oui, la guerre, mais il y a des morts à la guerre. Donc, si on est à dire, ok, il appelle ses copains, il dit, écoutez, les enfants, ce Shabbat, c'est pas possible. Il invente n'importe quoi. Il dit, les copains, laissez-moi tranquille, ce Shabbat, c'est pas possible. Ah, ok, bon, on va se débrouiller. C'est normal, parce que tu es solidaire. Donc elle est consciente. Maintenant, elle pourrait dire, non, c'est pas grave, je vais prendre sur moi, je vais le faire quand même. Et après, elle tombe malade, alors qu'est-ce que tu as gagné? D'accord? Donc cette logique-là, que en vérité, comme on est Dan, les caves de route, d'accord? On cherche le bon côté. Alors, avec soi-même, si on a cette recherche de perfectionnisme, mais avec le dosage
de la tolérance nécessaire, de ce qu'on est capable de faire. Voilà. Maintenant, ça donne une recherche de perfectionnement. Maintenant, il faut encore avoir l'ambition au niveau des midotes, ouais, au niveau de la manière de se conduire, au niveau de la manière de penser, d'avoir une recherche de perfectionnement. C'est ce qui est marqué ici. Il dit quelqu'un, il se met en situation où il va être a priori dans ses choix, a priori dans sa vie. Comme on l'a dit, au niveau des dommages. D'accord? Parce que la faute au niveau des dommages, pourquoi tu payes? Pourquoi quand tu casses, tu payes? Vous savez que tu ne payes pas parce que tu casses. Vous savez ça? Non? Non. Tu payes parce que tu as négligé. Et comme tu as négligé, il y a eu un dommage. Maintenant, le fait qu'on paye ce qu'on casse, d'accord? C'est parce que pour donner la valeur de la négligence, on regarde ce que tu casses. Ça va? Vous êtes fatigué? Il faut suivre aussi. Bon. Donc je répète. Parce que nous, on croit, tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Mais il y a une question. Pourquoi est-ce que on se sert de ce que j'ai cassé pour calculer combien je dois payer? C'est normal, tu casses, tu payes. Mais non. Puisque en vérité, toi, tu n'es pas balabaï, tu n'es pas en maîtrise de ce que tu casses. D'accord? Tu es en maîtrise de ton geste, d'avoir négligé. Par exemple, toi, tu veux absolument casser la vitre du voisin parce qu'il a fait une rayure sur la voiture. Donc la rayure, tu l'as payé 200 € pour la réparer, mais lui, il nie que c'est lui. Mais toi, tu sais que c'est lui. Donc tu dis, je vais lui casser une vitre à 200 €. Donc tu prends ton caillou, tu viens à 3 h du matin, tu vises et tu jettes le caillou. Manque de peau, mina shamaim, la fenêtre, elle s'ouvre. Juste à ce moment-là, la pierre, elle continue la trajectoire et elle arrive sur un vase à 150 000 €. Et là, manque de peau, il y a la caméra de surveillance qui filme. Khlet al-Denia, vas-y souris, tu es filmé. Ouais. Tu dis, mais attends. Ok, j'ai compris. J'ai cassé 150 000 €. Mais la vérité, je voulais casser 200 €. Donc les 200 €, je les paye. Les 149 800, c'est Mina Shamaim. Non, bah, tu t'as cassé le vase à 150 000, tu payes 150 000. Donc ça veut dire quoi? Et ça, c'est une loi dans les dommages. C'est comment ça se fait qu'on paye la conséquence, alors qu'en fait, on n'est pas maître de la conséquence. On est maître de l'acte, on n'est pas maître de la conséquence. D'accord? La conséquence, elle est Mina Shamaim. Dans tout, c'est pareil. Dans l'étude de la Torah, toi, tu te casses la tête à étudier. Mais Hachem, il t'envoie la compréhension de Rabbi Akiva Eiger. Mais tu crois que tu es Rabbi Akiva Eiger? Non. Donc, le bon Dieu, il regarde ton effort, et lui, il te donne matana, il te donne un cadeau de compréhension. C'est pareil, l'enfant, il est bloqué, il est chdada, il est influencé, il a des mauvais copains, il est dans une mauvaise école et tout. Toi, tu lui parles trois mots avec beaucoup d'amour, et lui, d'un seul coup, il dit, maman, je me mets au travail, je laisse tomber les copains, j'arrête le shit. En vérité, il y a une disproportion entre le résultat obtenu et l'action que tu as faite. Pourquoi tu as parlé 1 million de fois? Pourquoi cette fois-là, ça a fait cet effet? Alors tu dis oui, parce que c'est Françoise Dolto. Non! C'est parce que le bon Dieu, il a dit, ok, cette fois-ci, j'ai entendu ta sincérité, j'ai entendu ta prière, je vais faire ça dans la tête de ton fils. Donc il y a toujours ta part à toi et la part du bon Dieu. Vous me suivez ou non? Maintenant, je dois en être conscient. Il dit, bien ici, c'est pareil. Dans le dommage, tu payes pour la négligence. Parce que d'où est-ce qu'on apprend que quand on casse, on paye? Parce que c'est marqué Ushmiratan Alecha. C'est que toi, tu as une obligation de garder ta propriété. Et si ta propriété, elle engendre un dommage, tu dois payer pour les conséquences. Donc, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Shmiratan Alecha. Il n'y a pas écrit que quand il y a des conséquences, tu payes. Il y a écrit que toi, la négligence que tu as eue sur les conséquences fait que tu es responsable. Vous suivez? Donc, c'est exactement pareil. Toi, tu donnes une très bonne éducation à tes enfants. Après, ils ont le libre arbitre. Par contre, si tu négliges l'éducation, tu dis pas, hein, ils ont le libre arbitre. Tu dis non, tu leur as dit ce qu'il fallait. Tu les as mis en situation. Tu as parlé avec eux. Tu leur as donné l'amour, tu leur as donné l'intelligence. Hein? C'est ça. Alors oui, mais encore une fois, après, c'est comme le DJ. Vous savez comment il fait? Il termine cette chanson-là, il démarre l'autre chanson. Donc, il y a l'enfance, l'adolescence et l'adulte. L'enfance, c'est quoi? Illusion totale. L'adulte, c'est maturité, assumé. Mais au milieu, il y a l'adolescence. L'adolescence, c'est quoi? C'est la fin de l'enfance, du rêve et de l'illusion et de Peter Pan, et le démarrage de la conscience. Maintenant, le problème, c'est que, et d'ailleurs, la crise entre le renoncement au rêve de l'enfance et l'acceptation de la difficulté de l'adulte s'appelle la crise d'ado.
Voilà. Mais j'ai pas donné d'âge. Voilà. Nous, ce qu'on voit seulement, c'est les symptômes. C'est que si je vois quelqu'un qui est dans l'illusion à 40 ans, c'est un enfant. Si je vois quelqu'un, il assume à 12 ans, parce qu'il a des parents tellement immatures qu'il est obligé de faire le tampon, ouais, et qui raisonne son père, qui raisonne sa mère. Donc en fin de compte, il est adulte. Vous me suivez ou non? Donc celui-là, il est adulte enfant, parce qu'il était obligé d'assumer le laxisme de ses parents. Celui-là, il est... Après, c'est des jeux de compensation. Ça veut dire que je veux orienter, mais attention, parce que quand j'oriente quelqu'un qui a besoin d'orientation, c'est super. Mais quand j'oriente quelqu'un qui n'en a pas besoin, je l'infantilise. C'est comme j'ai dit, comme la femme qui fait tout à la maison, après elle se plaint que le mari ne fout rien. Mais si tu dis, écoute, depuis le départ, tu dis, écoute chérie, ça ne dérange pas, écoute, les poubelles elles sont lourdes, tu les descends, tu peux les descendre. Après la vaisselle d'après Shabbat, ça ne dérange pas. Moi je me mets à côté de toi tu fais la vaisselle, moi j'essuie, on met une musique, ouais. Mais il faut faire des choses. Parce que quand tu fais rien, et ben après tu t'es rentré dans un statut je fais rien. Et après le jour où tu craques, où tu tombes en dépression, moi par exemple pour les grossesses, toujours avec ma femme, comme j'allais étudier toute la journée, donc j'aurais pu dire écoute, je suis le sadique de la génération. Non, le premier, c'est-à-dire le biberon de 1h du matin et le biberon de 6h du matin, c'est moi qui le fais. C'est un partage. Ou alors, quand il y a l'allaitement, alors moi je vais changer la couche, comme ça elle peut redormir. Parce que s'il y a un mange tous les 3 heures, et que 1 heure pour donner à manger et 2 heures pour s'endormir, donc l'autre elle dort jamais. Je dis c'est marrant, t'as l'air fatigué. Non, je ne dors que d'un œil. D'accord? Donc c'est une question de solidarité. Mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on est en recherche d'opportunités de communion. Maintenant, changer une couche ou aider à faire la compta de son mari ou alors soulager la maman ou alors ou aller vider la voiture, il n'y a pas de différence. Vous comprenez ou non? Il n'y a pas de différence. Moi, ma femme, par exemple, elle veut que je fasse rien dans la cuisine et tout ça. Je m'en fiche. Je rentre 1h du matin, je range un peu, tout ça, parce que je sais qu'elle est contente, elle voit la maison, la cuisine. Mais c'est 10 minutes. Tu sors une lessive, tu la mets dans le sèche-linge, tu allumes, tu vas dormir. C'est rien. Mais elle se lève, c'est une petite satisfaction. Donc tu peux faire un bisou, tu peux ranger la vaisselle. C'est bien que ça peut te faire. Ah non, écoute, c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de le faire. Connu l'histoire avec le stapler, vous l'avez entendu celle-là, non? Vous la connaissez? Le stapler. Le père de Raphaël Kanevski. Raphaël Kanevski, qui est un grand, son père. Un jour, il y a un frère qui est venu chez lui. Il lui a dit, voilà, j'ai une question, parce que ma femme, elle veut que je descende les poubelles à 17h. Et moi, je suis un étudiant de la Torah, je suis un avraire, je suis chachouv. C'est honteux pour moi, c'est pas Kavanah Torah. Le Rav, il a dit, bon, qu'est-ce que le Rav, il en pense? Le Rav, il a dit, t'as raison, si tu penses que c'est pas Kavanah Torah, tu dois pas le faire. Ah, il était content, le mec, il rentre chez lui. Le lendemain, à 5h, on sonne à la porte. Il ouvre la porte, c'est qui? C'est le stapler. Lui-même, le grand de la génération. Il dit, mais Rav, il y a une question, il y a un problème, il y a un truc. Il dit, non, il a dit, je viens pour descendre les poubelles, parce que tu dis, c'est pas ton kavod. Alors moi, je peux le faire, moi. Il a fait ça. Ouais. Vous avez compris ou non? C'est ça un gadol. C'est ça un gadol. Ça veut dire que une fois, dans son immeuble, il était en train d'arranger la porte. Mais je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme si Baba Salé, il est en train de faire le parterre. C'est le gadol adore. En plus, c'est un Rosh Yeshiva. C'était une sommité de la Torah. En 5 minutes, il va faire ce que toi, tu fais en 25 heures. Ouais. Mais il est en train d'arranger la porte d'entrée de l'immeuble, avec le marteau, la vis et tout ça. Alors, ils lui ont dit, Rav, c'est pas à vous de faire ça. Il a dit, je suis copropriétaire. C'est normal que chacun y participe. Ça veut dire... Toi, tu dis, c'est de la chassidoute. Non, c'est normal. Lui, il dit, c'est normal. Après, toi, maintenant, tu veux pas, c'est honteux. Une fois, je me rappelle, alors, on était à la Yeshiva, et ils avaient livré des graviers. D'accord? Ils ont... Ouais. Bon, je les connaissais, ça veut dire, j'étais demandé des brachot, qu'est-ce que je connaissais? Et ils avaient, je me rappelle, à la Yeshiva Épinay, il y avait un problème de... Bon, il y avait de la terre. Il a commandé des graviers, le Rav. Donc, ils ont mis 5 tonnes de gravier par terre. Ils sont partis. Maintenant, il faut l'étaler. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et non, on est en train d'étudier. C'est des tzadikim. Et le Rav, il va dehors en chemise, il commence à prendre la pelle, il met le gravier. La même chose. On est tous sortis en courant. Mais Rav, c'est pas à vous de faire ça et tout. Il dit comme vous voulez, mais ça fait 3 jours. Non. Donc, c'est ça l'idée. C'est-à-dire, genre, t'attends d'être obligé de... Mais tu peux anticiper. Alors je te dis encore une fois, c'est l'inverse. C'est qu'au lieu de dire que je suis obligé de le faire parce qu'il était en train de mettre le gravier, il m'a mis un stress que genre je ne le mets pas. Non, tu dis mais non, puisque moi je suis encore, par exemple, je suis en recherche d'opportunités de rendre le bien. Donc c'est bien pour moi de ranger le gravier.
Ouais, j'essaie de créer de la communion avec l'autre. Donc c'est bien pour moi qu'il y ait cette situation. Encore une fois, c'est une opportunité de communion. Et de la même manière, si toi tu prends les mitzvot avec le rôle des mitzvot, le rôle, d'accord? Ouais, par exemple, tu dis, je dois me couvrir la tête, je suis obligé de me couvrir la tête, c'est assourd d'avoir les cheveux. Mais non, tu n'as pas compris. C'est une opportunité de créer de la Kedusha. C'est une opportunité de proximité avec Hachem. C'est une opportunité. Maintenant, pourquoi ça te saoule? Parce que tu t'en fous de cette opportunité, elle ne t'intéresse pas. C'est une perruque. Donc, vous avez compris l'idée ou non? Parce que ça, c'est aussi une question d'ambition, dans tout. C'est logique, dans tout. D'accord? Enfin, non, c'est pas grave. Vous avez compris l'idée ou non? Donc ça veut dire, et ça c'est très très important, ça veut dire que de la même manière que dans les dommages, puisque l'interdit c'est la négligence, donc moi je dois me mettre en situation a priori qu'il n'y a pas de dommages. De la même manière dans les comportements on a dit, ouais, je dois être en situation d'a priori, c'est que ma manière de me conduire, ma manière d'agir, même ma manière de parler, c'est très très dur. Ouais, encore là, il y a un jeune avraire qui m'a dit, ouais, je voudrais une formation là, pour apprendre à donner des cours et tout ça. Je lui ai dit, tu sais, tu vas grandir sur le tas. On fait des erreurs, on fait des gaffes, des fois on n'est pas pédagogique, des fois on aborde des sujets comme il ne faut pas, des fois au fur et à mesure. Il faut une siyata d'Ishmaïa pour ne jamais rien dire de tordu. Mais ça demande, parce que tu parles en temps réel, tu vis en temps réel. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, les aînés, ils vont te dire, oh là là, t'es vachement plus cool avec les petits, papa. Tu dis, mais mon fils, j'ai appris sur le tas. Il dit, c'est qui le tas? C'est vous. D'accord? C'est logique. Parce que tu es plus mature, t'étais énervé, t'étais jeune, t'étais pas... Non, doucement, ouais. Oui, la Gemara elle dit il faut... Rav Wolbe, il disait, il faut éduquer ses enfants comme si c'était les petits-enfants. Bah oui, parce qu'avec les petits-enfants, tu as la patience, tu t'énerves pas. Tu dis pourquoi? Pas parce que tu as vieilli, parce que tu n'as pas le stress de te tromper, parce que c'est pas des enfants. Donc tu leur donnes que de l'amour. Et l'enfant, il adore. Ouais. Donc en tant que père, tu as peur de faire des impairs, parce qu'un père, ouais. Donc tu es nerveux, et puis tu as peur d'être déçu, et tu as peur de que c'est pas ça, et si tu fais pas, et si tu en fais trop, et si tu n'en fais pas assez. Donc cette nervosité-là, elle enlève la dose de sérénité qui fait que tu aurais pu envoyer une énergie positive. Parce qu'il y a les actes et il y a l'énergie. Alors qu'est-ce qu'ils reçoivent les gens? Tu crois, toi? Vous me suivez ou non? C'est comme des fois, moi je suis fatigué, les gens ils téléphonent. Alors je réponds, je n'ai pas la disponibilité mentale de vous répondre. Maintenant je pourrais me forcer, parce que les gens ils disent, mais quand même, le Rav il répond pas. Je dis, mais je suis fatigué maintenant. J'ai plus de patience. Je vais vous esquinter. À la fin de la discussion, vous direz, je veux mourir maintenant. Ben oui, parce que tu transmets ce que tu es, pas ce que tu as. Donc chacun il connaît son dosage, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Et c'est pareil, tu as un enfant, tu sais que les enfants ils rentrent à 4h30. Alors n'essaye pas de profiter de ta journée au maximum jusqu'à 4h30, que tu arrives au bout de la crise de nerfs. Et quand ils arrivent, les 4 galaxies là, ouais, ça va être la guerre des étoiles. Non, tu travailles, disons, jusqu'à 3h, tu ranges, tu fais tes responsabilités. Après, tu vas te détendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Tu te prépares, parce que eux, ils vont te voir quoi? Ils te voient que 4 heures, ça fait 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 4 heures. Qu'est-ce qu'ils vont voir? S'ils voient les nerfs, l'hystérie, les pleurs, ou ils voient la sérénité, le sourire, c'est ça ce qui va leur rester. Tu dis, oui, mais c'est pas facile, vous ne connaissez pas? Allez, à Rodon Kolo, vas-y, allez, viens, on va s'installer en face du cotel, comme ça, on comprendra pourquoi tu es toujours dans les lamentations. Ça veut dire c'est une économie. C'est économie, d'accord? Je vous dis, moi personnellement, je dis mon expérience, des fois je suis fatigué, eh ben, je dors 1 heure, après je dis allez, je prends le téléphone, j'appelle la personne. Parce que je sens que j'ai récupéré de l'énergie. Mais quand on n'a plus, tu fais quoi? Tu forces. Comme ça qu'on tombe malade. Hier, j'ai eu je vous dis, un couple 2 heures, ils m'ont tué. Je suis parti, j'ai fini, j'ai raccroché, j'ai été dormir. En plein après-midi. J'ai dormi 2 heures. Ma? Mais non, c'était un rendez-vous, j'avais un rendez-vous. Mais j'ai été dormir. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai de l'expérience. Hein. Et je lui ai dit à la femme, j'ai dit, mais je comprends pas, si moi, vous arrivez à m'énerver, mais votre mari, il est en béton, comment il arrive à tenir? Moi, je vous vois 2 heures, je vous ai au téléphone, mais tu sais quoi, j'allais sortir de l'écran pour lui mettre un coup de boule, tellement elle me... Je dis, mais c'est pas possible, toujours négatif, toujours... C'est incroyable. Et je pense que c'est psychiatrique, en vérité. Ouais.
Parce qu'à un moment, le cerveau... Non, à un moment, le cerveau, il doit être plus fort. Oh, restez calme, ouais. Eh ben, mais ça veut dire quoi? C'est pas pour vous que je me plaigne devant vous. Non, c'est pour vous dire qu'il faut avoir une gestion économique de son bien-être, une gestion économique de son équilibre mental, une gestion économique même de sa religiosité. Il faut avoir un équilibre, tout le temps, un équilibre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est très facile de basculer. Et les gens, des fois, ils confondent abnégation et autodestruction. Abnégation, ça veut dire Messirut Nefesh. Tu fais Messirut Nefesh, mais tu fais pas Bitul Nefesh. Tu fais pas Iboud Nefesh. Tu fais Messirut Nefesh. Oui, non, mais c'est-à-dire que tu dois faire des efforts, tu dois sacrifier, tu dois faire de la négation, mais tu ne dois pas faire de l'autodestruction. D'accord? Parce que les gens, ils croient des fois qu'il faut tout donner, il faut tout donner, il faut tout donner. Mais si c'est pour être un cadavre, ça n'a pas d'intérêt. Ah, tu dis, oui, mais moi, si je ne donne pas tout, alors automatiquement, c'est de l'égoïsme, c'est de l'orgueil. Non, c'est un équilibre. Ça s'appelle la connaissance de soi, mais encore, Aodon Kolo, qui c'est qui va être capable de dire à l'autre, c'est trop? C'est l'autre qui est à l'intérieur. Donc cette personne-là, il faut qu'elle soit développée, construite, en équilibre. Si on ne l'a pas construite, on passe notre vie, je vous dis, dans l'épidermique. L'épidermique, d'accord? Donc il se passe, j'ai réagi, d'accord? On parle, truc, on fait une remarque, je pleure, on me dit un mot gentil, je suis content. On ne peut pas être dans l'épidermie. L'épidermie, c'est une question de épidermique, d'accord? Il faut dépasser l'épidermie pour avoir un choix qui soit vraiment un choix de vie. Pourquoi, encore une fois? Parce que c'est pas simplement que tu dois être en mode de contrôle, c'est aussi parce que c'est ce rapport avec la réalité qui te nourrit. Vous me suivez ou non? C'est ça, Hashevota el levavecha. Donc, le contrôle, il est combien je vais donner, mais le contrôle, il permet aussi ce que je vais recevoir. Et ce rapport-là, d'accord, comme dans la vie, tu respires, tu aspires de l'oxygène, mais tu expires du gaz carbonique, d'accord? Tu bois de l'eau, et c'est bon pour la santé, tu as besoin, on est fait à plus de 60% d'eau. Mais tu sues, et c'est bon de suer. Mais la sueur, elle est toxique. Vous savez, tous les endroits où si on se touche, qui doivent être cachés normalement, si on touche à cette sueur-là, on doit faire une Nitiat. Ouais. Ça, c'est pas une question de Touma, c'est une question de toxicité. Parce que les pores, elles vont rejeter des toxines. C'est pour ça qu'après le sport, tu vas prendre une douche. Parce que cette sueur-là, elle est toxique. Toxique, c'est comme les pleurs. Pourquoi les larmes, elles sont salées à cause de l'addition? Non. Parce que il y a des choses qu'il faut évacuer. Elles sortent, c'est bien qu'elles sortent. D'accord? Et bien dans toute la vie, tu vois, c'est un échange. D'accord? C'est-à-dire que tu absorbes du positif, tu expulses du négatif. Maintenant, les gens intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent le positif de la vie, et quand ils éliminent le négatif, ils éliminent pas sur des gens qu'ils aiment. Alors que les gens, le contraire. Le bien, ils ne le voient pas de l'autre, mais le mal, ils le renvoient. Alors, ils n'arrivent jamais à avancer. Parce qu'après, l'autre, il rentre dans une logique de je me protège. Après, il dit ouais, mais tu n'es pas là pour moi. Ça tourne rond. Alors que si, encore une fois, le négatif, on le gère personnellement, et le positif, on le partage, on est milliardaires. Ça s'appelle la solidarité. D'accord? Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Dans le positif, ils se le gardent pour eux, et le négatif, ils le renvoient. Alors, je vous rappelle cette phrase d'un philosophe hongrois. Enfin, hongrois, c'est lui qui l'a dit. Il a dit pourquoi les toilettes et la salle de bain, on y va seul? Même des fois, c'est marqué toilette publique, par exemple, et il y a une seule cuvette. Il devrait en mettre 3-4 avec des magazines, des téléviseurs, des boissons. Tu dis, mais c'est dégueulasse. Donc, pourquoi on va seul aux toilettes? Et la salle de bain, c'est pareil. Pourquoi tu vas seul à la salle de bain? Laisse la porte ouverte, mets la salle de bain en plein milieu du salon, ouais. Puis chacun est tout nu, il se lave et tout ça. Pourquoi la salle de bain, on y va seul? Alors, je disais, la sniou, je sais pas. Ouais. Et pourquoi les toilettes, on y va seul? Allez, écoutez cette phrase. De Menchétrit aussi, hein, pour les redoublants. C'est que les endroits où tu te débarrasses de ton négatif, tu n'invites pas les gens que tu aimes. On a des nerfs, va te défouler. Ouais. On a des reproches, va aller faire un mur. Ouais. On a de la négation, va crier dans la rue, va faire une beau des doutes. Mais pas avec les gens que tu aimes. Parce que tu vas payer plus cher que ça va te rapporter. Alors, les gens disent, ouais, faut bien que je le dise, hein. Je ne veux pas le prendre sur moi.
il y a des psys, c'est des cuvettes de toilette, c'est leur métier d'écouter, va. Mais là où tu veux construire, tu pourris. T'as vu le mec qui vomit juste avant, on a fini les peintures, il vomit. Tu dis, oui, mais maintenant je suis énervé, maintenant je suis vexé, alors je vomis. Mais on vient de faire la peinture. Donc, tu fais la peinture au salon et tu vomis aux toilettes. Va aux toilettes, va vomir. Va chez un psy, vomis. D'accord? Tu fais un numéro au hasard et tu sors toute ta haine, ta arma, ton angoisse et tu raccroches. Après le lendemain, dans le Parisien, tu dis encore un suicide dans le Val-de-Marne. Le vomisseur a frappé. D'accord? Bon, c'est une façon de parler. Ouais, mais encore une fois, c'est une manière de gérer. Maintenant, si on n'arrive pas à gérer, pourquoi? Parce qu'on dit c'est plus fort que moi. Ouais, Audon Kolo, c'est qui le plus fort que moi qui me fait faire à moi de choses que je sais que je vais payer cher? Donc on revient à la logique qu'une personne, elle doit vivre a priori. Elle doit vivre a priori. Alors, de la même manière que pour la viande, je vais de l'autre côté de Paris parce que je veux une bonne cache-route, d'accord? Et que pour les mezuzot, je les achète pas dans la rue comme ça. Je vais chez un gars qui est Réchamaïm et tout, parce que, et pour les tefilines de mon fils, j'étais à Yerushalayim, Shan Sadik, et je les ai payées 4 fois plus cher, et elles sont passées au laser et tout ça. Alors, en vérité, il n'y a pas de différence après pour ce qui sort de ta bouche, pour tes actes. C'est pareil, tu dois chercher le meilleur. Ah, maintenant, tu dis, quand on n'a pas fait ce qu'il fallait, ça peut arriver, non? Oui. Alors, quand on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est très simple. C'est que puisqu'il faut vivre a priori, eh bien, si on est a posteriori, d'accord? On a deux solutions. Soit on continue la posteriori et on s'enfonce dans le mensonge, dans la bêtise, dans la victimisation, dans l'accusation, dans la stigmatisation. Soit on arrête l'hémorragie. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On se remet a priori. On prend conscience, ok, j'ai gaffé, c'est pas ça ce qu'il fallait faire. Si ça m'engage que moi, j'analyse et je change. Si ça engage l'autre, je m'excuse et on remet les compteurs à zéro. Mais on arrête l'hémorragie. Donc, a priori, il faut être a priori. A posteriori, si on est a posteriori, il faut se remettre a priori. Tout de suite. Je sais que c'est difficile. Ou le lendemain. Mais ne laisse pas pourrir la situation. Parce que Avera, Goret, Avera, lui, il crée ça. Après, tu commences à démarrer. Ça va très vite. Ouais. C'est la conjonction des jonctions, en fin de compte. Ouais. Donc, il faut arrêter. Comme un médecin, quand il voit un accidenté, la première chose qu'il fait, d'abord, il regarde s'il y a une hémorragie. Parce qu'à quoi ça sert de soigner le nez si le mec il est en train de perdre son sang? Et le pompier, qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent dans une maison en feu? La première chose, ils essaient d'éteindre les rideaux. Non, ils coupent le gaz. Parce que toute la maison, elle va péter, là. Donc d'abord, tu coupes le gaz. Et c'est pareil, si entre toi et l'autre, il y a le feu, première chose que tu fais, tu arrêtes l'hémorragie, stop. Je t'aime, tu es mon amour, tu es le père de mes enfants, on arrête. On se pose, on réfléchit. Non, c'est trop facile, toi, ta mère, ta race, ça. De toute façon, tu manques de respect, et puis tu comprends jamais, de toute façon, tu m'aimes pas. Et avec un mégot, ils ont brûlé 200 000 hectares. Parce que quand tu vois la base sur quoi ça a démarré, regarde sur lourdeur.com, c'est référencé là-bas. Ouais. Donc il faut faire l'inverse. Il faut être dans cette logique qu'a priori, il faut être a priori. Donc vous avez compris de toujours de se mettre en situation de non-négligence et d'action vigilante positive. Si c'est arrivé, etc., tête en l'air, immaturité, qu'on est a posteriori, tout de suite, il faut arrêter l'hémorragie et se remettre a priori. Ça va? Alors si c'était un a posteriori sur l'ignorance, ben, il faut apprendre. Si c'est un a posteriori sur la vigilance, il faut augmenter la vigilance. Si c'était sur l'immaturité, il faut augmenter la maturité. C'est-à-dire qu'il y a toujours la réponse pour remettre a priori. Ça va? Ok. Ça, c'est quand moi j'accepte. Sinon, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se plantent, d'abord ils accusent, après ils accusent. Et quand ils sont devenus le maître de l'accusation, ce qu'on appelle le sire accuse, d'accord? Donc après ils se disent, bon, peut-être que j'ai une part, peut-être que quelque part, loin, j'ai une responsabilité. Non, la Torah dit, commence par toi. Tu vas gagner du temps. Bah oui, parce que c'est la part qui te concerne, tu la gères. Et quand tu gères la source, tu gères la conséquence. Celui qui est un peu comme ça, comment Mais il n'est pas là au cours. Ah bah écoutez le cours, je vais le mettre sur Internet. Il y a ça. Et enfin, la troisième lecture, là je suis hyper en retard, c'est que, donc vous avez compris, a priori, il faut être a priori, a posteriori, il faut se remettre a priori, mais il y a une chose qu'il faut éviter, à 100%. C'est qu'il ne faut pas être a priori, a posteriori.
Non, ça veut dire que c'est pas que tu vas aménager ton présent pour pouvoir être a posteriori. Par exemple, tu dis, bon, voilà, je vais arriver en retard, mais je vais mentir. Tu prépares le mensonge avant d'arriver en retard. D'accord? Tu sais que tu as tort, mais qu'est-ce que tu fais? Tu accuses l'autre. Comme ça, tu dis, il ne pourra rien dire parce qu'il sera tellement en train de se démener pour légitimer qu'il n'a pas tort que pendant ce temps-là, il ne se rendra pas compte que c'est moi qui ai tort. Donc toi, tu es pervers dans ta tête. C'est-à-dire que tu es a priori, a posteriori. D'accord? C'est comme si on emprunte l'argent et tu sais que tu ne pourras pas rembourser. Tu sais que tu ne peux pas, tu es déjà endetté à 84%. Tu n'es pas à 33%, tu es à 84%. Mais tu empruntes quand même et tu es un malade. N'emprunte pas. Elle dit, comment on fait alors? Alors on ne vit pas. Attends, si tu empruntes pour manger, je dis, c'est mise 20, mais si tu empruntes pour changer de voiture, mais prends le métro, baba. Donc toi, tu es a priori, a posteriori. Vous avez compris ou non? Donc c'est ça les trois niveaux. Numéro 1, il faut toujours être a priori. Numéro 2, si tu es a posteriori par accident, tu dois te remettre a priori. Numéro 3, il ne faut surtout pas être a priori, a posteriori. Ça s'appelle RTV Chouv. Ouais, la Gemara dit celui qui dit je vais fauter, mais je vais faire teshuva après. Donc ça fait partie des 24 chez En Mekablim et Teshuva, chez la monde. On ne reçoit pas leur teshuva. Vous suivez ou non? Celui qui dit je vais fauter et après je vais faire teshuva. Pourquoi? C'est pas qu'on le punit de genre la teshuva elle n'est pas acceptée. Dieu il accepte toujours la teshuva. C'est parce qu'en fait la teshuva elle vient de la boucha. Chouva, boucha. Boucha c'est la honte. Et la honte c'est quoi? C'est le choc que tu as entre ce que tu aurais dû être et ce que tu es. Maintenant, tu ne peux pas avoir le choc de ce que tu aurais dû être puisque tu avais déjà anticipé que tu le serais. Voilà. Donc tu t'es... Voilà. Donc toi-même, tu as détruit le potentiel de remise en cause en organisant a priori ta fausse remise en cause. Donc tu ne peux plus avoir la remise en cause sincère puisque tu l'as rendue calculée. Dans le sheker. Exactement. Voilà. Chazak ou Baruch. Merci à vous tous.